Hélène Persitz, née Westermann, dans la petite ville en Lettonie. Lettonie aujourd'hui, autrefois, c'était une des provinces de l'Empire russe. Et ça s'appelle aujourd'hui Daugavpils. C'est le nom de la ville. Le 4 août 1912, et là encore, je vous dois une explication. Le 4 août 1912, en l'Empire russe, on appliquait un autre calendrier que dans le reste de l'Europe à l'ouest. C'est ce qu'on appelait, en russe, ça s'appelait le vieux style, qui est devenu le nouveau style quand les soviets ont pris le pouvoir. Donc, le 4 août 12, ça figure dans tous mes papiers d'identité, etc. C'est l'ancien style. Mon anniversaire a toujours été fêté le 17, 13 jours après. Déjà, une chose un peu bizarre. Bien, je vous ai donné donc la date. Voilà. Pas l'heure. Et ce que j'aimerais savoir, maintenant, c'est dans quelle famille êtes-vous né, dans quel univers, que faisaient vos parents? Mes deux parents étaient originaires également de petites villes de ce pays balte, qu'on appelait aussi la Courlande, et qui étaient en fait de culture plutôt allemande, parce qu'on parlait russe et on parlait allemand également. Mon père est devenu commerçant en textile quand il a épousé ma mère, et ils ont eu 5 enfants. Il avait son affaire donc dans cette ville de Daugavpils qu'en Russie on appelle Dvinsk encore aujourd'hui. Et à un moment donné, il a eu le privilège d'obtenir l'autorisation de s'installer à Saint-Pétersbourg, qui était interdit aux Juifs. De toute façon, les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter ni à Moscou, ni à Pétersbourg, ni dans les grandes villes. C'était ce qu'en anglais, après, on a appelé the Pale of Settlement, c'est-à-dire la région de ces petites bourgades et de petites villes qu'on a appelées Städtel en yiddish, et on avait le droit de vivre et d'exercer des métiers. Alors un jour, mon père a été classé commerçant de première guilde, et ça comportait l'autorisation d'aller s'installer à Pétersbourg. Donc ça s'est passé en 1914, avec ses 5 enfants, dont moi la plus jeune. Et on s'est donc installé dans un bel appartement à Saint-Pétersbourg, et il a continué son affaire là. Ma mère s'occupait de 5 enfants. Jusqu'en 1918. Quand un commissaire du peuple est venu trouver mon père dans son bureau en disant « Camarade, tout ça est à toi, et le stock de tissus et de tout ça c'est à toi, maintenant c'est au peuple ». C'était notre première immigration. Parmi 5 enfants, mon frère aîné avait 13 ans. Et moi 5. Alors c'était mon premier voyage en train de marchandises déjà. Incomparable quand même avec ce qui s'est passé plus tard. En train de marchandises avec des valises et des baluchons et bon, tout ce qu'on pouvait emporter.
Parce que mes parents étaient tous les deux nés dans ce qui allait s'appeler la Lettonie, mon père avait le droit d'être en quelque sorte rapatrié en Lettonie. Et le train nous a amenés à Riga. Pendant ce voyage, je me souviens surtout d'une chose, c'est qu'à chaque arrêt du train, les hommes descendaient sur le quai avec des bouilloires à la main et allaient chercher de l'eau bouillante à la locomotive pour pouvoir faire du thé pendant le voyage. Nous sommes arrivés à Riga, j'ai très peu de souvenirs de cette arrivée, comment on s'est installé, je ne sais plus. À Riga habitaient à cette époque les frères de mon père, au nombre de 6, je crois. 6 frères et 2 sœurs. Les familles juives étaient comme ça à l'époque. Je me suis toujours demandé comment on arrivait à faire tant de garçons, mais il y avait toujours 6, 7 frères, et puis une fille ou deux. Donc votre famille s'installe à Riga à ce moment-là? Installée à Riga, et Riga était à ce moment-là tantôt le front russe, tantôt les Russes blancs. Donc, comment on était installé, je ne sais pas. Enfin, tout le monde allait bien, plus ou moins bien. Et finalement, mon père, seul de toute cette grande famille de frères et de sœurs, a décidé d'aller plus loin et de s'installer en Allemagne, à Berlin. Et là, je commence à avoir des souvenirs. Nous sommes allés tous à Berlin, tous d'abord dans une pension de famille. C'est quelle année ça, Madame? 1918. Nous sommes arrivés à Riga en 19, au début de 19. Non, c'est faux. C'était 18. Non, arrivé à Berlin en 19. Non, c'était pas faux. Et d'abord une pension de famille. Ensuite, la recherche d'un appartement. Alors, l'Allemagne, Berlin surtout, était inondée de réfugiés venus de l'Est. Les réfugiés n'avaient pas le droit de louer des appartements vides de meubles. On devait trouver un meublé. La règle était que le locataire principal devait rester habiter son appartement et pouvait céder des chambres peut-être qu'il avait en trop à une famille. Alors bien sûr, on trouvait des arrangements avec les locataires parce que nous étions déjà 7 et l'appartement était déjà trop petit pour nous tous, mais enfin le principal locataire s'est éclipsé et est allé ailleurs. L'appartement était meublé correctement. Et maintenant, il y avait le problème de scolarité. Alors, mon frère aîné avait 13 ans, après l'autre devait en avoir, je ne sais pas, 15, enfin, ils étaient 3. Le plus jeune avait une dizaine d'années. Ma sœur était la deuxième, chronologiquement. Donc à peu près 10 ans de plus que moi, et après c'était moi. Nous savions tous parler un peu allemand, parce qu'à Riga, beaucoup de gens parlaient allemand, mais à Pétersbourg, une famille bourgeoise comme la nôtre avait une gouvernante. Et chez les uns, c'était les Anglaises, chez nous, c'était une Allemande. Alors, on avait déjà quelques notions d'allemand, mais d'allemand tel qu'on le parlait dans les pays baltes, c'est-à-dire un peu l'intonation, la prononciation, tout ça, c'était un peu différent. On a trouvé une école pour moi qui avait un nom qui nous semblait très drôle, parce qu'en allemand, enfin bon, on se disait école privée
de Madame Louise Zickel pour jeune fille de bonne famille, quelque chose comme ça, comme école. Et je suis arrivée là, et j'ai commencé à parler allemand, et toute la classe riait, parce que ma façon de parler, c'était pas comme ça. Surtout pas à Berlin, qui avait déjà un accent. Eh bien, mais ça ne m'a pas empêché de devenir une très bonne élève, et de passer régulièrement toutes les classes. Alors, Et oui, pardon, oui, vous étiez dans quel quartier de Berlin? Est-ce que vous étiez excusez-moi, là. dans quel quartier de Berlin vous Dans trouviez-vous? quel quartier? C'est très curieux, mais tous les émigrés allaient dans un bon quartier, comme à Paris le 16e. Ceux qui étaient venus avec suffisamment d'argent avaient le droit de faire surélever un immeuble existant et se faire construire un appartement dont ils étaient alors les propriétaires. C'était assez rare. Bon, on était déjà bien contents d'avoir loué quelque chose. Bon, mes trois frères sont allés dans des écoles différentes. À la maison, il y avait constamment des profs qui venaient donner des leçons et aider pour la langue. Enfin, tout le monde s'en est bien sorti. Donc, est-ce que vous étiez plutôt dans le quartier, dans le Vieil Ouest, Alte Westen, ou bien dans le Scheunenviertel autour de Alexanderplatz? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non, c'était Schöneberg. C'était Schöneberg. Schöneberg. Ok. C'était, d'ailleurs, vous avez raison, c'était sud-ouest, quelque chose comme ça. Bien, alors, tout le monde, ou presque tout le monde, enfin, travaillait. L'affaire de mon père marchait correctement. Il était toujours dans le textile? Toujours dans le textile. Alors, le textile, quel textile? Tous ses fournisseurs étaient en Tchécoslovaquie. Il y a une grande industrie tchèque. Et mon père, en fait, avait un bureau de transit, c'est-à-dire sa clientèle était dans les pays scandinaves et dans les pays baltes aussi. La marchandise venait de Tchécoslovaquie et mon père, dans son bureau, au fond, n'avait que les échantillons de ce qu'il vendait, et puis la marchandise allait directement chez les acheteurs, ce qui fait qu'à peu près 2 fois par an, il faisait un grand voyage pour visiter sa clientèle. Donc en fait, Pendant ce voyage, d'ailleurs, ça c'est un détail quand même assez amusant, il était le premier de toute la famille à avoir pris un avion pour aller à Helsinki. On était tous évidemment en admiration. donc en fait, vous connaissez le Berlin des années de Weimar, hein, entre 1919 et 1933. Je connais, excusez-moi, Oui. à Berlin de 1919, oui, c'est bien ce que vous avez dit, et jusqu'en 1933, parfaitement. Donc ce Berlin des années de Weimar Oui. est aussi mythique parce qu'il y a une effervescence culturelle très Énorme. grande. Alors quelles étaient les activités culturelles auxquelles vous participiez? Est-ce que le cinéma, l'opéra, etc.? Non, je participais beaucoup, grâce d'ailleurs au système scolaire, parce qu'on allait à l'école que le matin et au maximum jusqu'à 1 heure. Les après-midi étaient libres pour nous et pour faire notre travail et pour faire autre chose. Ce qui fait que j'ai des souvenirs. En hiver, on allait faire du patin sur une patinoire. En été, on jouait au tennis. Le soir, on allait au cinéma, librement, sans se poser des questions si on a le droit. Enfin, mes meilleurs souvenirs de théâtre, encore aujourd'hui, sont les mises en scène de Max Reinhardt. C'est loin. Sont des grands spectacles
je dirais presque de variété, mais ce n'était pas tout à fait ça, dans l'un des grands théâtres berlinois. Ma mère, qui tenait énormément à me faire participer vraiment culturellement à la vie. Et comme elle avait trouvé que moi, en petite fille, elle disait que j'avais la grâce d'un jeune éléphant, elle m'inscrivait chaque année dans des groupes de gymnastique, chaque année une autre. Je les ai fait à peu près toutes pour devenir plus gracieuse. Et une fois même, elle m'avait inscrit à une classe pour le ballet de l'opéra, ce que je trouvais moi tout à fait excessif. J'y suis allée une fois. Et le lendemain, j'ai déclaré non. Fini. Ensuite, on a pensé que j'avais un certain talent pour le piano. Et donc, j'avais environ 2 heures de piano tous les jours. Et avec l'espoir de devenir quelqu'un de grand, il y avait à cette époque, à Berlin, Arthur Schnabel. Vous connaissez le nom? Arthur Schnabel avait pour principe de ne pas demander d'argent à des élèves vraiment très très doués dont il espérait faire quelqu'un, mais de payer cash à des familles pour lesquelles c'était important d'avoir une fille qui jouait du piano. Et pour me préparer à ces leçons chez Schnabel, qui avaient lieu une fois en 2 mois ou quelque chose comme ça, j'avais mes leçons régulières chez un de ses élèves que j'allais voir toutes les semaines. Donc je travaillais. Ensuite, ma mère trouvait que le français et l'anglais qu'on apprenait à l'école, ce n'était pas suffisant. Le russe était parlé à la maison toujours. Entre parenthèses, mes 2 parents, entre eux, parlaient yiddish. Mais les enfants parlaient russe. Et il fallait donc apprendre les autres langues. Alors j'avais toutes les semaines probablement une leçon de français en plus et une leçon d'anglais aussi en plus. Plus la gymnastique. Alors... Et j'avais le temps avec des copains de sortir, d'aller à l'opéra, d'aller... Le Grand Orchestre Symphonique à Berlin donnait les répétitions générales tous les samedis matins. Et là, le billet coûtait très très peu et nous allions régulièrement samedi matin à ce concert. Vous alliez demander quelque chose. Oui, j'allais vous interroger en fait sur ce Berlin des années 20 où sur le plan politique, il y a beaucoup de troubles, il y a régulièrement des manifestations, il y a beaucoup de morts. Il y avait cette horrible inflation, bien sûr, dont tout le monde se souvient, ces images de poussettes remplies de billets de banque. Notre situation était là encore privilégiée. Pourquoi? La clientèle de mon père payait en devises et pas en marques. De sorte que finalement, bon, on ne peut pas dire qu'on manquait. On ne pouvait pas acheter du café, vraiment café, on manquait de sucre, enfin des trucs comme ça. Mais en fait, on ne manquait rien parce qu'on ne dépendait pas de marque. Et un souvenir encore, où un jour je m'étais cassé une jambe et je n'allais pas à l'école. Une de mes maîtresses est venue à la maison pour me dire bonjour et ma mère a pu ouvrir une armoire et lui offrir une boîte de chocolat. Parce que quelqu'un qui devait de l'argent à mon père, il ne pouvait pas le payer autrement qu'en boîte de chocolat.
Alors, jusqu'à l'arrivée de, comment il s'appelait, ce génie financier qui a créé le Reichsmark. Walter Rathenau? Non, Rathenau était un homme politique. Ah. C'était le ministre des Finances. Voilà, c'est un de mes petits trous maintenant, hein, pour le nom. Enfin bref, le mark qui ne valait rien est devenu le Reichsmark. Ce qui correspond tout à fait au franc quand c'est devenu le nouveau franc. Et là, la situation s'est améliorée. Mais pendant cette inflation, par exemple, mon père était devenu tout d'un coup un homme fortuné. Et comme on vivait toujours dans cet appartement meublé, pas très gai, il a acheté un bout de terrain et il faisait construire une maison pour nous tous. Et à la maison, on était tous penchés sur des plans. Et mes frères se disputaient entre eux. Moi, je veux cette chambre. Non, non, ça, cette chambre est pour moi. Non, ma soeur, elle veut celle-là. Ça a duré un certain moment grâce au Reichsmark, l'entreprise de bâtiments a fait faillite. Et le chantier s'est arrêté à peine sorti de terre. Après cette déception, quand même, mon père a pu louer à Berlin, dans une rue qui donnait sur le Kurfürstendamm, un grand appartement de 6 pièces. Il a acheté tout le mobilier qu'il fallait. Nous vivions toujours avec, bon. Et moi, j'avais droit à une chambre avec mon piano, où je pouvais recevoir mes amis, où je travaillais. Enfin, voilà. Salle à manger, salon, pièces de musique, des chambres pour tout le monde. Ouais, superbe. Et on y est resté 2 ans. Alors parlons un peu de votre scolarité, de votre milieu scolaire. Quel type d'école est-ce? Est-ce que c'est une école qui est liée à la communauté juive? L'école. La communauté juive pour nous était, disons, existait dans la mesure où mes parents allaient à la synagogue pour toutes les grandes fêtes. Et que souvent à la maison, avec de la famille qui venait de Lettonie, par exemple, en visite à Berlin, il y avait un dîner le vendredi soir. La religion ne jouait aucun rôle particulier. À l'école, chez nous, il y avait des leçons facultatives avec un rabbin qui venait, je ne sais pas, une fois par semaine. Je n'ai pas le moindre souvenir de ce qu'il nous enseignait. Par contre, mes souvenirs encore aujourd'hui, quand j'entends des gens parler yiddish à la manière dont mes parents le parlaient, je comprends tout et ça me rend très triste. Mais les autres langues, non. J'avais des difficultés en chimie et physique. Alors, un de mes frères m'aidait. Il est devenu chimiste plus tard. Il n'y avait pas de problème vraiment scolaire. Peu à peu, j'ai connu une bande de garçons, de filles, on sortait ensemble. Et puis, donc, dans les autres familles bourgeoises d'origine russe, où il y avait par exemple des jeunes filles à marier un jour probablement, on organisait de temps en temps de petites soirées. Si j'ai dit que c'était des soirées dansantes, ça n'a rien à voir avec des booms. On avait un gramophone, on mettait des disques, on dansotait un peu, et puis on jouait à des jeux de société. C'est là que j'ai rencontré un étudiant qui s'appelait Alexandre Persitz. C'était en quelle année? Il devait avoir 19 ans et moi 17. Il était étudiant à l'école d'architecture à Berlin.
ses parents avaient émigré de Russie aussi, bien sûr, vivaient à Paris. Et lui était logé dans une famille d'amis, je sais pas, comment on s'était rencontrés là, on commençait aussi à se revoir. Sauf qu'en 1933, tout le monde a foutato le campo. Alors, dites-moi justement les dernières années. Vous rencontrez Alexandre Persitz, si je calcule bien, c'est autour de 1929, c'est à la fin des années 20. Hein? 29, de 20 à 29, c'était de très bonnes années. Oui. Est-ce que vous avez souvenir de vous sentir lié à la judéité ou au judaïsme, d'être stigmatisé? Est-ce que vous sentez un antisémitisme? Absolument pas. Absolument pas. Mes meilleurs amis dans ma classe à l'école s'appelaient Friedman et Friedlander et Lévy, ou quelque chose comme ça. Il n'y avait aucune... Non, on ressentait absolument pas que nous étions coupables de quelque chose. À quel moment les choses vont vraiment se transformer? Très brutalement et très brusquement. Bon, le premier changement compris par tout le monde, c'était évidemment les élections au début de l'année 1933. Hitler devenu Reichskanzler. Là, mon père a compris qu'il allait falloir partir encore. Tout de suite. Mais, pardon? Il a compris immédiatement. Très rapidement, parce que dès que Hitler est devenu chancelier, il y a eu déjà les lois qu'on n'a pas le droit ci, le droit ça, les professions interdites, etc. Comment, je veux vous dire, personnellement, j'ai ressenti ça. J'avais fait mon bachot. Je suis entrée à l'université en sciences. Non, ce qui s'appellerait Sciences Po peut-être en France. Sciences économiques, quelque chose comme ça. Et j'ai suivi pendant 2 semestres et demi, quelque chose comme ça, sans savoir que je n'allais pas pouvoir continuer. Mais dans mon cas personnel, j'avais parmi ma bande d'amis beaucoup de communistes, de jeunes étudiants communistes, qui venaient à la maison, qui adoraient quand ma mère leur servait du thé avec de la confiture de cerises noires. C'était une tradition. Et quand j'avais du mal en physique, etc., on m'aidait. Mais pas seulement ça. Alors, ils ont fait mon éducation politique. Ils m'ont apporté le manifeste du parti. Et, je sais pas, on faisait des sorties ensemble un dimanche. On avait loué un bateau, on allait se promener sur le lac, etc. Jusqu'au jour où un des jeunes étudiants là de ce groupe était tellement communiste qu'il est allé vivre en Russie où on lui avait proposé un poste. Bien. Et moi, je me suis dit, c'est pas bon de dépendre comme ça de ses parents. On doit être capable, à 19 ans, de gagner sa vie et de travailler. Et j'ai commencé à regarder des petites annonces dans les journaux. Et j'ai découvert qu'une grande maison d'édition, comme c'est le Figaro, un truc comme ça, cherchait des stagiaires, non payés, mais des stagiaires. J'ai été embauchée comme stagiaire, d'abord pour apprendre les éléments. Et pendant plusieurs jours... Madame Persitz, est-ce que vous vous souvenez du nom de cette maison d'édition? Quelle était cette maison d'édition? Est-ce que c'était... Quelle était? Le nom de la maison d'édition. Ah, Rudolf Mosse. Okay.
Il y avait Ullstein et Rudolf Motze, c'était les deux grandes maisons. Il se trouve que j'avais comme copine une jeune Mosse, mais c'est pas elle qui m'a aidée. Ils ont répondu à ma lettre, ils m'ont embauchée. Et ils m'ont fait d'abord apprendre classer des fichiers, classer des dossiers, classer. J'ai fait ça sagement. Après, parfois, ils me demandaient des choses un petit peu plus compliquées à faire. Et après, un jour, ils ont décidé de préparer une édition spéciale du Berliner Tageblatt sur l'industrie textile. Et ils ont créé une petite rédaction pour s'occuper, préparer ce numéro-là. La rédaction consistait en 3 messieurs juifs, un qui s'appelait, je me rappelle encore le nom, un qui s'appelait Manasse, un qui s'appelait, en flûte, j'ai oublié un qui était autrichien, qui s'appelait Herr Dr. Knöpfelmacher. 3 types adorables, gentils comme tout, et j'étais leur secrétaire. Et je devais être capable de taper une lettre en anglais si besoin, etc. J'étais la plus heureuse des personnes. Je me trouvais très importante. Le 1er avril 1933, nous tous avons reçu la même lettre de licenciement, avec interdiction de mettre les pieds dans le bâtiment de l'édition. Pour moi, c'était pas très grave, j'avais mes parents. Pour les 3 autres, dont un peu après s'est tué dans un accident de voiture, alors, il n'avait plus de problème. Ce que les autres sont devenus, je ne sais pas. Là, c'était clair que nous allions bientôt partir, et j'ai encore trouvé moyen de m'inscrire pour ce qu'on appelle un crash course dans une école de langue en anglais pour obtenir un papier, un certificat. J'ai obtenu. Alors dites-moi, vous avez mentionné un peu l'éveil de votre conscience politique et de vos amis communistes. Ouais. Est-ce qu'on parle de politique dans la famille et quelle est l'orientation politique de votre... Du tout. Même donc mes frères ne s'intéressaient pas, chacun à son métier. Un des 3 avait commencé à travailler avec mon père dans son affaire, l'aîné. Le deuxième était quelqu'un de plutôt sportif. Il faisait des études aussi, je crois, d'économie, quelque chose comme ça. Mais il a créé un groupe de boy scouts pour les enfants des émigrés. Je connais encore aujourd'hui, à Paris, un monsieur qui a 90 ans maintenant, qui en avait 13 à Berlin et j'en avais 15. Et il était un du groupe des garçons de mon frère qui tous les dimanches matins arrivaient chez nous avec leur sac à dos et leur gros godillon et mon frère les emmenait en promenade et souvent même en voyage. Et bon, celui-là est toujours. Alors, parce que vous disiez que... Excusez-moi, je termine avec le 3e parce que c'est un peu important. Oui. Le 3e était l'intello de la famille. Il faisait des études de chimie et de minéralogie et a passé son doctorat là-dedans. Et c'était mon préféré parce qu'il n'avait que 5 ans de plus que moi. Voilà. Parce que vous disiez que vous étiez assez proche d'amis qui étaient proches du Parti communiste. C'était mes amis personnels. Personne n'y trouvait rien à redire. C'était des camarades. Et comment définiriez-vous votre orientation politique à cette époque-là, vous-même? Eh bien, d'abord, je sympathisais bien sûr beaucoup parce que ses copains, par exemple, un dimanche, m'amenaient à Berlin, dans les quartiers où habitaient les ouvriers. Comme Weding. Comment ça s'appelle à Paris? Enfin bon, m'expliquer les idées,
l'idéal communiste. Est-ce que... Et quand un de cette bande, justement, qui était lui aussi physicien, je crois, est parti en Russie parce qu'on lui avait proposé un poste dans un centre de recherche, il est parti. Sauf que pour lui, très peu de temps après, il y a eu d'abord il y a eu le pacte de 1939 et les Russes ont livré aux Allemands tous les communistes allemands qui étaient chez eux ont été rapatriés, si on peut dire. Et là, je pense que mes idées ont un peu changé. Est-ce que vous avez participé à des manifestations de rue? Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'étais déjà agoraphobe et je le suis devenue encore beaucoup plus après. Alors, vous êtes encore à Berlin au mois d'avril 1933, m'avez-vous dit? Oui, ça mais veut dire on sait qu'en octobre, on va partir. D'accord. Ça veut dire que vous avez vécu les heures terribles de l'incendie du Reichstag, par exemple. Ce jour-là, j'étais avec une de mes copines dans un café et on a entendu passer les pompiers, les pompiers, les pompiers. Et c'était l'incendie du Reichstag. Mais avec cette copine à moi, qui était de même origine, russe, juive, etc., on discutait de notre avenir. Et elle me disait, toi, tu sais ce que tu vas faire, tu seras pianiste, tu vas donner des concerts. J'ai dit, écoute, je n'y crois pas. Je crois que je serai assez bonne pour devenir prof de piano, peut-être. Et ça ne me donne pas envie. Mais je ne serai jamais concertiste, je n'ai pas assez de talent pour ça. Et toi? Eh bien, elle avait des idées de travailler dans une publication sur la mode, des choses comme ça. C'était nos images de notre avenir. En octobre, nous sommes partis. Alors, juste une question encore pour rester un tout petit moment à Berlin 1933. Est-ce que vous vous souvenez de l'autodafé du début du mois de mai 1933 sur Opernplatz? Je ne me souviens maintenant, j'ai le souvenir parce que j'ai dû le lire ou entendre, ou je ne l'ai pas vu. Et comme d'ailleurs même nous n'étions pas en 1938 là où se passait le Kristallnacht. Et puis, je ne sais pas, on avait encore le sentiment, étant des citoyens de Lettonie, avec des passeports lettons, que ça constituait une sorte de protection, peut-être. Bon, mais nous sommes arrivés à Prague. Alors, dans quelles conditions quittez-vous? Lui, bien sûr, était 100% allemand, donc, et de culture allemande, et pour lui, Goethe et Schiller, c'était les dieux. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses de lui aussi. Alors, parlons du déplacement de votre famille vers la Tchécoslovaquie. Pourquoi et dans quelles conditions? Pourquoi Prague? Parce que, comme je vous avais dit, l'affaire de mon père était un bureau de transit, d'origine déjà, entre les textiles fabriqués en Tchécoslovaquie et la clientèle qui était dans les pays scandinaves. Pourquoi il avait un bureau à Berlin? C'était pratique de l'avoir comme centre pour partir en voyage, enfin, pour beaucoup de raisons. Mais la Tchécoslovaquie paraissait le seul endroit logique. Mon père ne parlait aucune autre langue que russe et allemand. Pas un mot de français. Donc la famille s'installe à Prague au mois d'octobre. La famille arrive à Prague en 1933. Et pour commencer, disons que je me rends compte mieux aujourd'hui, où j'ai des grands petits-enfants, etc. Je comprends mieux.
il avait suffisamment de possibilités déjà pour louer une maison. Un peu sur les hauteurs de Prague, dans un bon quartier, c'était une villa. On était nombreux et il fallait une pièce pour mon piano aussi. Donc on a habité là pendant une année à peu près. Un jour, 2 gros camions sont arrivés de Berlin avec notre mobilier pour avoir le droit d'exporter le mobilier. Il fallait une autorisation. Mon père m'avait fait établir par notaire un papier déclarant que tout ceci était ma dot parce que j'allais épouser un citoyen français à Paris, appelé Persis. Et les Allemands, donc, ont donné la permission à condition de faire évaluer exactement la valeur de tout ce qu'il y avait eu après dans 2 gros camions. Et à ce moment-là, j'étais seule avec un de mes frères à Berlin. Mon père n'est plus jamais à Prague, je veux dire, bien sûr. Mon père qui était en voyage le jour où les Allemands sont entrés à Prague, nous avons réussi à lui passer un message de ne pas revenir. Et il est allé directement à Paris. À Paris, il a trouvé Cassir et ma sœur, qui s'étaient réfugiés entre-temps déjà. Donc il n'a jamais plus mis les pieds à Prague. Et je me suis retrouvée là seule avec donc, le plus jeune de mes frères. Et tous les jours, on avait des visites d'experts. Un expert pour les meubles, un expert pour le tapis, un expert pour les tableaux, peut-être, un expert pour la vaisselle, un expert pour l'argenterie. Je ne sais pas si j'ai mentionné les tapis. Et ce qui nous a après fait beaucoup rire, un expert pour la petite machine à coudre Singer de ma mère. Un expert s'est déplacé. Ils ont fait le total et j'ai payé, je ne sais plus, 10 ou 15% de droits d'exportation. Alors parlons de la Tchécoslovaquie Oui. En 1938. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 39. 38, 39. 38, c'est... Oui, vous avez raison, parfaitement. 38, c'est le... Comment s'appelle cette province C'est les Sudètes. Les Sudètes. Oui, j'ai des trous. 38, c'était les Sudètes et c'était une nouvelle panique qui commençait, bien sûr, chez nous. Mais où aller après? Ça, on n'en avait aucune idée. Et on était après tout à Prague. Prague n'était pas dans les Sudètes. Mais en 1939, au mois de mars, si je ne me trompe, Non, c'est juste. Justement, comme je vous ai dit, papa était en voyage ailleurs et on ne voulait surtout pas qu'il revienne à Prague. Toute la population juive de Prague a commencé à faire la queue devant la commandantur pour obtenir un Durchlassschein, un laissez-passer, qui était normalement refusé à tout le monde. Ceux qui avaient beaucoup d'argent arrivaient peut-être d'obtenir de la part d'un avocat qui savait qui il faut graisser, etc. Mais normalement, non. Nous, une fois de plus, nous étions privilégiés en tant que citoyens de Lettonie, avec des passeports lettons. Donc on était des étrangers en Tchécoslovaquie et nous avons obtenu cette autorisation de partir. Et plus tard, donc aussi, à faire venir le mobilier. Alors mon père est venu à Paris, il y a trouvé ma soeur, mon beau-frère.
Une fois que le grand appartement berlinois a été vidé de meubles, et mon frère et moi étions prêts à partir, j'ai attrapé une grosse angine et je sais que je suis restée encore dans cet appartement vide pendant une semaine au lit parce que je ne pouvais pas voyager. Bien. J'ai pu aller à Paris, pourquoi? Parce que dans mon passeport, j'avais encore un visa valable. Pourquoi? À cause d'Alexandre Persitz, qui était à Paris et où une fois ou deux fois dans l'année, j'étais allé passer quelques jours pour le retrouver. Et mon visa était valable. Mon frère avait comme pièce d'identité son passeport letton. Le seul pays où il pouvait aller était la Lettonie. Tous les consulats de Prague avaient fermé leurs portes. Alors c'est là que nous nous sommes séparés. Un jour où il a pris le train pour aller à Riga, moi j'ai pris le train pour aller à Paris. Alors, dites-moi quelque chose, quelques mots sur Alexandre Persitz, justement. Vous vous rencontrez quand vous avez 17 et lui 19 ans à Berlin. Je vais vous parler aussi brièvement que possible d'Alexandre Persitz. Ses parents ont émigré donc aussi de Russie, se sont d'abord installés à Paris. Paris, puis allaient à Berlin, puis retournaient à Paris. Bon, Alexandre, d'abord, devait passer son bachot. Je crois qu'il l'a fait à Paris, parce qu'il changeait d'école aussi tout le temps. Mais enfin bon, une chose était sûre et certaine pour lui. Il deviendrait architecte. Depuis le jour où son père lui a apporté un grand jeu de cubes. C'était ça, a décidé de sa vocation. Alors, au moment où il pouvait commencer ses études d'architecture, lui se trouvait à Paris, c'est pas à Berlin, non, à Berlin. Avouez que c'est un peu difficile. Oh, je comprends. Il se trouvait à Berlin, ses parents à Paris. Mais lui, étudiant, habitait chez des amis de ses parents qui avaient une chambre, donc il était berlinois. Et il était bien vu par un de ses professeurs à l'école d'architecture. Ça s'appelait Technische Hochschule, n'est-ce pas? Et nous, bon, on se rencontrait comme ça pour sortir, pour voir avec d'autres. On faisait partie d'une bande. Au bout de 2 ans d'études à la Technische Hochschule, tous les juifs ont été expulsés. Et lui aussi. Alors il est revenu à Paris. Ses parents étaient là. Il fallait continuer, trouver une autre école. À l'époque, à Paris, il y avait l'école de Beaux-Arts et l'école spéciale d'architecture boulevard Raspail. L'école des Beaux-Arts ne lui reconnaissait pas les 2 années passées en Allemagne. Malgré une très belle lettre qu'un de ses profs lui avait... Bon, il n'y avait pas d'équivalence. Il ne voulait pas perdre encore 2 ans. L'école spéciale, qui était une fondation privée, délivrait le même genre de diplôme d'État et acceptait des étrangers. Enfin, il n'était pas étranger, il était français. Et il a terminé donc à l'école spéciale d'architecture. Sortant premier, pour vous dire que l'architecture, c'était vraiment sa vie. Mais alors, lui était à Paris et moi à Prague. Écoutez, là, on va simplement vous dire que le jour où, après 2-3 ans où on s'était perdu de vue, on s'est retrouvés par hasard. Et à partir de là, on s'était retrouvés définitivement avec 1000 aventures et difficultés, parce que pour commencer, il était prisonnier de guerre.
Pourquoi il était dans l'armée? Pourquoi il était dans l'armée française? Il était apatride. Il n'avait pas de passeport. Enfin, pas de passeport, pas de nationalité. Ses parents étaient apatrides. Mon père, qui connaissait Alexandre, etc., et toute la famille, m'a dit, écoute, je te demande une chose. Ma mère était morte entre-temps. Je voudrais que ton mari ait une nationalité. Pour l'avoir, l'armée française, dans laquelle quelqu'un en volontaire s'engageait pour une année de service, presque automatiquement, à la sortie, il y avait la nationalité française. Il avait déjà 28 ans, il était déjà architecte diplômé. Il a accepté ce sacrifice, ne sachant pas qu'en s'engageant dans l'armée en septembre 1938, il en sortirait en septembre 1939 et directement mobilisé, naturellement. Et un an après, Stalag. Donc vous-même, vous arrivez à Paris, pour préciser les choses, à quelle date à peu près arrivez-vous à Paris? À quel moment vous arrivez à Paris avec votre famille, vous-même? Ah, c'est a good question. À quel moment et pourquoi? Prague n'était plus pour nous. En 1939, mon père étant arrivé à Paris pour commencer à louer un appartement. Un grand appartement, parce qu'on pensait qu'un de mes frères viendrait aussi nous rejoindre et que moi, j'avais toujours mon piano. Et il a loué dans le 16e arrondissement. Le mobilier est arrivé. On s'est installé en 1939. En septembre 1939, il fallait quitter Paris. Et nous sommes partis. Alors, d'après les informations que vous avez transmises, vous êtes arrivé en avril 1939 à Paris. D'avril jusqu'en septembre, on occupait cet appartement à Paris et mon père, ne sachant même pas le français, avait quand même cherché des contacts éventuellement pour pouvoir monter quelque chose. Il n'a pas eu le temps de le faire. Et quand on a vu que tout le monde fichait le camp de Paris, et notamment, entre-temps, ma sœur et Cassir, sont partis et nous sommes d'abord allés, je crois, à Vichy pour le premier hiver, après quoi les Cassir ont réussi à partir en Amérique et mon père et moi sommes descendus à Nice. Et après avoir vécu dans un petit hôtel et avoir vu tous les autres réfugiés dans les cafés en train de manipuler des dollars, des trucs, de l'or devant mon père, qui était d'un naturel très calme et positif, m'a dit « La guerre peut durer longtemps. Je ne veux pas vivre ici comme ces gens-là. Je veux un chez moi. » Le voilà qui loue un petit appartement vide de meubles dans un bon immeuble, 2 chambres et une salle à manger, et qu'il rachète du mobilier, le minimum nécessaire pour lui, pour moi. Et que moi, je deviens effectivement la personne qui doit prendre soin de mon père. Je n'avais jamais eu besoin de faire la cuisine, m'occuper d'un ménage, je travaillais à l'extérieur. J'étais secrétaire multilingue, etc. Bien, alors nous y avons vécu comme ça, tous les deux. Donc vous étiez uniquement tous les deux, vous et votre père? Alors, ma mère était morte en 1935, très jeune, puis elle avait 62 ans peut-être. Ma sœur et Cassir donc étaient aux États-Unis. Mon frère aîné était encore resté à Berlin parce que, marié à une non-juive, il pouvait prolonger encore un peu le temps de liquider son affaire. Bon.
Le frère scout avait émigré à Londres. Donc il y avait... oui, alors le plus jeune des trois dont je vous ai parlé, l'Intello, qui était obligé de retourner en Lettonie. Il était logé chez un de mes oncles à une époque où les pays baltes étaient sous le régime russe, soviétique. Comme il n'avait pas de travail et pas grand-chose à faire et qu'il était physicien et aimait inventer des choses, il a réalisé une petite invention sous forme d'un stylo rempli d'explosifs. Et quand on le jetait par terre, ça sautait. Une fois qu'il l'avait mis au point, il est allé le proposer à l'ambassadeur d'Angleterre, qui était intéressé et qui lui ont demandé de faire une démonstration un jour sur un terrain vague, et apparemment ça sautait effectivement. Et 2 jours après, la police soviétique est venue l'arrêter chez mon oncle, espion. Et personne ne l'a jamais revu. Il a disparu. Et on ne sait pas comment, mais enfin, en tout cas, il n'y avait plus. Nous sommes donc en septembre 1939, c'est ensuite la drôle de guerre, 1940. Oui. Nice, c'est quelle époque à peu près? Nous sommes arrivés à Nice, ça devait être au début de 40, parce que je pense que l'hiver 39-40, on l'a peut-être encore passé à Paris. Je ne suis pas sûre. En tout cas, une fois qu'on avait un petit appartement et on était chez nous, et on ne savait pas, mais Nice étant la zone non occupée, on ne se sentait pas en danger. Mon frère aîné avec sa femme était venu à Nice aussi, et puis il y avait, je sais pas, des amis, d'autres gens comme nous, qui estimaient qu'à Nice, on pouvait être tranquille. Et on passait l'année 41, 42. Oui, mais là, je dois retourner chez Alexandre Persitz, qui était dans son stalag en Allemagne. On pouvait échanger, je ne sais plus si c'était des cartes postales ou des lettres, enfin, on pouvait se donner des nouvelles. Et j'ai appris, dans un journal sans doute, que le ministre français des prisonniers, et j'ai oublié son nom, avait signé un arrangement avec les Allemands qui ont dit qu'ils n'ont pas besoin de prisonniers malades et qu'ils allaient les rapatrier. Quand j'ai entendu ça, j'ai décidé de rendre mon mari, mais qui n'était pas mon mari encore, de mon fiancé, j'ai décidé de le rendre malade. Et j'ai fait. J'ai trouvé un médecin à Nice, sympathisant, qui m'a donné un certificat comme ça, comme quoi Persitz Alexandre avait une déficience congénitale du cœur. Maintenant, il fallait le faire parvenir à Alexandre Persitz. On avait le droit d'envoyer des colis alimentaires. Alors, une boîte de vache qui rit, ouverte à la vapeur, et le papier caché sous les et puis refermé, et il l'a reçu. Dans le prochain courrier que j'ai reçu de lui, c'était évidemment un peu codé, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Il explique qu'ayant demandé à être examiné par le médecin du camp, le médecin a constaté effectivement que son cœur n'allait pas bien du tout. J'imagine qu'avant ça, il a dû piquer un 200 mètres en courant. Mais qu'étant juif,
les conventions de Genève ne s'appliquaient pas aux Juifs et qu'il n'avait qu'à rester où il était. Ce qu'il a réussi à me faire savoir. Et je suis d'abord allée à Lyon où la Croix-Rouge française s'était installée pour demander et on m'a dit merci, au revoir. On ne peut rien. Mais je n'ai pas abandonné. Pendant que je travaillais à Prague, pendant presque 6 ans, c'était un Tchèque qui représentait la société américaine du pont de Nemours & Company pour les colorants d'aniline dont l'industrie textile tchèque avait besoin. Et il était devenu agent pour Dupont de Nemours et pendant tout le temps où j'ai travaillé pour lui, on avait tout le temps des visites de export managers américains qui allaient, qui venaient, et parmi ces gens-là, et j'étais, comme les Américains ont l'habitude, on ne disait que mes initiales, je m'appelais LW. L pour Hélène et W pour mon nom de jeune fille, je n'étais pas mariée encore. Voilà, alors LW, qui a toujours eu une assez bonne mémoire d'adresses et de noms et de choses comme ça, je me suis rappelé que parmi les messieurs qui venaient souvent nous voir à Prague, il y en avait un qui habitait Genève, qui était de nationalité même dominicaine, je crois. Pourquoi il venait là, je ne savais même pas, mais c'était quelqu'un de très sympathique, je savais qu'il habite Genève. Et comme j'ai retrouvé son adresse, je lui ai écrit en lui demandant si à la Croix-Rouge internationale, il pouvait intervenir. Pendant très longtemps, je n'ai eu aucune réponse. Et peut-être presque 1 an, ou en tout cas plusieurs mois, aucune réponse. Et puis un jour, donc, où c'était Kippour à Paris, entre-temps, comme notre appartement du 16e était vide et que mes beaux-parents avaient, eux, vécu dans un meublé, on leur a proposé de venir et ils ont occupé notre appartement. Un jour de Kippour, ma belle-maman, qui était très pratiquante et très pieuse, allait à la synagogue de la rue Montevideo. Et mon beau-père n'allait jamais dans une synagogue, il était resté à la maison. On a sonné à la porte, il y avait un télégraphiste. Le télégramme annonçait le retour de captivité d'Alexandre Persitz. Et le télégramme venait de Genève. Mais ce que je suis beaucoup plus tard, parce qu'il n'était pas signé, enfin c'était un télégramme. Mon beau-père, ce télégramme à la main, je pense que s'il pouvait courir, il a couru jusqu'à la rue Montevideo, où les prières étaient en train. Et avec ça, vous imaginez les cris, les larmes, les soupirs, les embrassades, enfin, l'ambiance. Et on a donc su que quelques jours après, il fallait encore à peu près 1 semaine, je crois, pour qu'il arrive et que lui avait demandé d'être rapatrié, non pas à Paris, mais à Valence. Donc il est arrivé d'abord à Valence, on lui a fait passer une nuit à l'hôpital militaire et il est arrivé à Nice. On est allé le chercher à la gare. Alors vous êtes marié quand? C'était là, donc, l'année 41. On est allé à la mairie de Nice avec les papiers nécessaires, donc pour pouvoir se marier. Mais je suis obligée de revenir encore un instant en arrière. Les prisonniers de guerre qui avaient une fiancée, par exemple, en France, quelque part,
pouvait signer un papier et contracter un mariage par correspondance. Après enquête, etc., c'était faisable. Et lui a signé dans le stalag le papier nécessaire. Et un jour, mon père et moi avons eu la visite d'un gendarme français qui a regardé, qui a reniflé et qui a donné un avis favorable. De sorte que quelque temps après, lui a signé dans le stalag et moi j'ai signé à Nice et légalement nous étions déjà mariés. Quand il est arrivé en personne, nous sommes allés à la mairie et c'était le 4 novembre 1941. Alors après, il fallait vivre et travailler. Un autre miracle s'est produit quand on a constaté que dans l'immeuble où j'habitais avec mon père au 6e étage, un tout petit appartement au rez-de-chaussée était libre. Alors mon père l'a loué. Et Alexandre a trouvé du boulot chez un architecte à Nice, qui avait beaucoup de travail parce que Nice fourmillait de bars, bordels, cafés. C'était vraiment un centre international de je ne sais pas trop quel public. C'était l'architecte spécialisé en construction d'hôtels, bordels, restaurants. Et il a engagé mon mari pour travailler avec lui. Alors, à cette époque, nous sommes pendant la guerre. Quelle trace, quel sentiment avez-vous de ce qui se passe à Vichy, et notamment des lois anti-juives? Et est-ce que vous vous sentez menacé? On ne se sentait pas menacé du tout. La preuve que j'ai eu l'occasion récemment de revoir des vieilles photos, etc. Je trouve une série de photos de plage avec ma belle-sœur, moi-même, en maillot de bain, vie de plage tranquille. Difficultés alimentaires, oui, parce qu'il devenait très difficile d'acheter quoi que ce soit. Il y avait un marché noir florissant. Et tout ça s'est terminé à l'automne 1943. Et les Allemands ont... D'abord, les Italiens sont partis. Et les Allemands, donc, ont pris toute la zone dite libre. Et là, c'était la grande débandade des Juifs qui étaient encore là. Et d'abord, il fallait se trouver des cachettes et aller underground quelque part. Alors, il y avait mon frère et sa femme, mais il y avait notre père, un vieux monsieur qui ne parlait pas français. Une employée de mon frère, qui habitait un petit pavillon, a bien voulu céder une chambre. Contre-paiement, bien sûr, mais céder une chambre à mon père, avec la condition qu'il ne sortirait jamais, bien sûr, et qu'il avait juste le droit la nuit faire quelque part une espèce de jardinet qui était là, sinon il restait enfermé. Mon frère, lui, avait pu louer une ferme à un éleveur de porcs à 200 km de Nice. Il a casé sa femme quelque part parce qu'elle attendait déjà leur bébé. Il ne voulait pas qu'elle soit au risque avec lui. Et il s'est installé comme lui, alors éleveur de porcs, et m'a fait savoir qu'il valait mieux que j'amène mon père chez eux. Alexandre Persitz et moi avions trouvé refuge dans une villa à Nice encore, un petit peu à la périphérie de Nice. Une maison qui appartenait à un vieil anglais, Mr. Denny, que les Allemands considéraient comme un harmless excentrique parce qu'il s'occupait de la librairie anglaise à Nice.
Et M. Dennis avait une nièce, Mademoiselle Louise, qui tenait la maison, qui s'occupait de lui. Et la maison était assez grande, ils nous ont loué une chambre. Est-ce que vous diriez que vous étiez caché en quelque sorte? On n'était plus dans notre joli petit appartement du rez-de-chaussée, on était caché. Mon mari, qui a nettement le physique juif, ne sortait jamais, en tout cas pas dans la journée, il se cachait. Mais moi, mon air goy, et puis ma bicyclette blanche, et puis le besoin d'alimenter mon père, les parents de mon mari, qui entre-temps aussi étaient cachés quelque part, nous-mêmes, on ne pouvait pas demander à cet Anglais en plus de nous nourrir. C'était déjà beau d'avoir cette chambre. Alors, avec ma bicyclette blanche, je faisais la tournée de ce que je connaissais au marché noir. Quelques œufs, un bout de viande, n'importe quoi, et je faisais la distribution. Est-ce que vous avez pris une fausse identité à un moment? Est-ce que ça a été nécessaire? J'ai pris une fausse identité? Oui, oui. On avait des papiers très très faux, mais enfin, on avait des papiers faux. Et je m'appelais, il fallait que les initiales laissent les mêmes au moins. Alors je m'appelais Pasquier au lieu de Persitz, et comme prénom, je ne sais plus. Louise peut-être, je ne sais plus. Qui vous avait fourni ces faux documents? Anneliese Stern, celle dont je parlais avec Dora. Et donc que je connais toujours aujourd'hui. Anneliese, avec des camarades, avait une sorte de fabrique de faux papiers. Et elle nous les a fait. Mais elle n'a jamais cessé de se rappeler beaucoup plus tard que catastrophe, une de nos photos d'identité avait disparu au lavage et qu'elle avait eu un problème épouvantable donc de reconstituer. Mais enfin, les papiers étaient tellement faux que dès le premier jour à Drancy... Et comment avez-vous été en contact avec Anneliese Stern et avec ce réseau qui fournissait des papiers? Anneliese Stern... Je ne sais pas. Je la connaissais. C'était pas une copine à moi parce qu'elle a 10 ans de moins d'âge. Je peux vous dire, probablement à travers quelqu'un d'autre parmi les réfugiés qui habitaient Nice et qui nous ont établi le contact. Probablement. Après, étant donné que nous avons voyagé ensemble dans le train pour Birkenau, nous sommes devenus des amis. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter les conditions de l'arrestation et au moins autant que vous sachiez, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous avez été arrêté, par quelle suite d'événements votre arrestation a été opérée? Eh bien, on était à peu près certaine que dans le voisinage de ce vieux monsieur anglais, des gens ont vu tout d'un coup aller venir quelqu'un avec un vélo, ça. Il n'y avait jamais personne d'autre que le vieux machin et mademoiselle Louise dans la maison. Et puis c'était payant quand même d'héberger quelqu'un aussi. Alors il est possible que d'autres personnes aussi. Je ne sais pas. Pour nous, il n'y a jamais eu que cette explication-là. Parce qu'un soir où, comme d'habitude, je veux dire, mademoiselle Louise faisait la vaisselle et moi, j'avais le torchon à côté d'elle, on a tapé à la porte. Et c'est le vieux monsieur Denis qui est allé ouvrir. Vous avez des juifs chez moi. Mais non, mais si, on sait très bien. Or, la cuisine avait une petite porte qui ouvrait sur un bout de jardin. Et le jardin avait une petite grille sur une autre rue. Et la première chose que mon mari a faite, c'était de sortir voir, mais non, il y avait déjà un policier à l'autre grille aussi.
Écoutez, est-ce que c'était un Allemand et un Français? À vous dire, on ne les a même pas tellement regardés. On a tout simplement compris que la catastrophe était là. Et notre chambre était au premier étage. Alors ils nous ont permis de monter, je ne sais pas, prendre des vêtements. Et là, mon mari a eu quand même ce réflexe. Dans une petite valise, on avait mis tous nos papiers personnels importants. Et il a donné un coup de pied dans la valise, elle a été cachée sous un lit. Elle a été retrouvée plus tard par mademoiselle Louise. Mais nos valises qui étaient faites parce qu'on espérait trouver moyen de quitter Nice. On nous a dit très poliment, vous inquiétez pas pour vos bagages, on enverra quelqu'un demain pour les... Vous les retrouverez. Bon. Et nous nous sommes trouvés à l'hôtel Excelsior pour la nuit. Et puis, le lendemain, probablement, je ne sais plus, on est monté dans un train de voyageurs, avec je ne sais plus quoi comme provision de voyage, je crois. Et on est arrivé à Drancy. Moi, Drancy, vous savez comment c'était, c'est pas la peine de raconter. Donc, vous êtes convoyé sous escorte policière jusqu'à Drancy. Est-ce que vous êtes toujours avec votre mari à ce moment-là? À quel moment? Au moment où vous êtes envoyé à Drancy et pendant toute l'arrestation jusqu'à Drancy, vous êtes toujours avec votre mari? Je n'ai pas de souvenir. Je ne sais plus. Ce que je sais, simplement que mon mari était de nature plutôt pessimiste et que, donc, ayant été arrêtés tous les deux, il voyait la fin arriver rapidement. Alors, ça se passe... Moi, je lui disais sans arrêt, tu verras, on est jeunes, on va travailler, parce que tout le monde disait qu'on nous envoyait dans des camps de travail. Bon, il avait déjà été dans un stalag, si vous voulez. Et oui, mais sa nature était comme ça. Et il y a eu un interrogatoire, donc après à Drancy. D'abord, on s'est tout de suite aperçu que nos papiers étaient très très faux. Mais quand mon mari a répliqué quelque chose, il a reçu une belle gifle de la part de l'Allemand qui contrôlait ses papiers. Après quoi, bon, Drancy, j'ai de très vagues souvenirs, donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, dans un grand dortoir. Mais une fois de plus dans la vie, j'ai eu de la chance. Même à Drancy, quelle chance. D'abord, on était tous à la peluche de pommes de terre, toutes les femmes. Un jour, pourquoi moi je ne sais pas, on m'a pris ça et on dit tu vas là dans ce bureau d'un officier allemand et tu vas faire le ménage. Et si tu trouves quelque chose encore à manger là sur la cuisinière, tu as le droit de l'emporter. C'était pour moi. Ça m'a sauvé aussi. Et oui. J'aimerais que vous me racontiez... d'abord, que vous me disiez à quelle date vous êtes arrêté, parce que nous ne l'avons pas dit. Le 22 mars 1944. Donc, vous êtes... Je crois que j'ai mis ça dans ce questionnaire. Le convoi qui vous emmène au départ de Drancy. 71, qui partait le 13 avril. Et qui est donc... arrivé, je ne sais pas, 48 heures après environ. Je ne sais plus si c'est la date de l'arrivée ou la date de départ de Bobigny, de la gare.
Je ne sais plus. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelles conditions vous êtes mise dans les wagons? Oui. Et avec qui? Et dans quelles conditions se déroule ce voyage? Ça, c'est difficile. J'ai l'impression qu'après, donc, à peu près une quinzaine de jours, même un peu plus, à Drancy, nous avons probablement déjà pris l'habitude d'obéir à des ordres. Et c'est avec ce même état d'esprit, quand il faut aller monter dans l'autobus, on monte dans l'autobus. Quand il faut monter dans le train et puis on est de plus en plus nombreux, je n'ai aucun souvenir de protestation ou de... Je crois que sans le savoir, nous étions déjà à ce moment devenus ce qu'en bon anglais on appelle des non-persons. Nous n'étions plus des individus. Nous avons suivi la foule, il faut monter, on monte, il faut se mettre là dans ce coin-là, on se met dans ce coin-là, et on ignore tout de ce qui va nous arriver, on ne sait pas où on va. Il y a de drôles de gens qui parlent de Pichipoué. Qu'est-ce que ça veut dire, Pichipoué? Il y a des gens qui se prétendent informés et qui disent « nous irons dans des camps de travail et les familles resteront ensemble ». Alors dans ce train, j'ai le souvenir surtout d'un couple où il se trouve que le mari était quelqu'un d'origine russe aussi. Alors tout de suite, bien sûr, mais il était plus âgé que mon mari. Et sa femme était une berlinoise, 100% berlinerisch, avec l'accent et tout. Alors, pendant le temps où on a dû se parler, très certainement. On arrive... On ne savait même pas où, quoi. Auschwitz-Birkenau, tout ça ne voulait rien dire. Le train s'arrête, et on voit plein de gens, donc, avec ces vestes rayées qui sortez, vite, schnell, et les hommes descendent et s'en vont tous dans une certaine direction. Et après, ce sont les femmes qui descendent. Et Mengele, là, on ne sait pas qui est Mengele, mais comme disait l'autre, beau comme un dieu. Je descends, il me regarde, et il fait ça. Et je m'en vais donc par là. Après moi descend cette berlineriche, et il la regarde, elle était un peu plus âgée que moi peut-être, et il fait ça. Elle ne sait bien sûr pas ce que ça veut dire, mais elle est berlinoise, donc elle parle. Et elle lui dit en bon berlinois, « Ach, ich möchte doch lieber mit meiner Freundin bleiben. » Voilà. Ici la mort, ici la vie. Donc elle est entrée dans le camp. Et après, je l'ai beaucoup vue parce que j'ai souvent aussi eu... Grâce à mon poste d'aristocrate, j'ai eu l'occasion de l'aider, enfin bon, autre chose. Mais la rencontre, c'était ça. Alors, pendant le voyage, oui. Est-ce que le convoi s'arrête? Et est-ce que vous avez la possibilité de voir où vous êtes? Très probablement, si ce n'est que pour nous permettre de descendre et de, admirer le paysage, si vous voulez. Je ne sais pas combien de fois, ou est-ce que vraiment on descendait ou pas, je ne sais plus. Est-ce que vous savez où s'arrête le convoi? On ne savait rien. C'est là, vaguement, on a commencé à voir un nom de station, effectivement. Est-ce que c'était Oswiecim ou est-ce que c'était Auschwitz? Des non-persons, mais qui subissent, donc ils font ce qu'il faut faire.
Alors, bon, j'ai vu partir mon mari avec d'autres hommes de ce côté-là. Une fois déjà arrivé dans une baraque, c'était en quarantaine probablement, d'autres femmes déportées qui étaient déjà désabusées sont montées nous voir. D'une part par curiosité, certainement. Et une femme me demande, est-ce que tu es venu seule ou est-ce que tu es venu avec de la famille? Et je dis, je suis venue avec mon mari. Est-ce que tu as vu ton mari partir à pied? Et j'ai dit oui, parce qu'il était très grand. Et en général, il dépassait les autres. Tu ne sais pas la chance que tu as. Il est donc entré dans le camp. Parce que d'autres montaient dans des camions. Ben, on ne savait pas quelle est la différence, mais il y avait une différence. Et est-ce que cette déportée vous a expliqué la chance que vous aviez? Est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit, côté chance, simplement le fait que mon mari n'a pas été amené à la chambre à gaz tout de suite. Le reste, ils avaient beau nous dire, nous raconter les fumées, les odeurs, les flamèches. C'était de la propagande hostile. Bon, c'est pas possible. Bah, on a bien sûr compris que c'était possible. Mais au début, on avait l'impression qu'elle venait nous faire peur. À quel moment vous avez fini par comprendre que c'était possible? La première fois où j'ai vu défiler des femmes nues et monter dans des camions, ça voulait dire ceux qui ont été sélectionnés. Et ça a mis du temps, parce que le mot sélection, on ne savait pas bien sûr ce que ça voulait dire. Et que nous sommes quand même restés, je ne sais plus combien de temps, en quarantaine, c'est-à-dire sans aller travailler, et en recevant donc la pitance quotidienne. Et puis est arrivé le jour où on a donc formé le commando, et on a été encadrés, et c'était la discipline. Est-ce que vous pouvez me dire les conditions dans lesquelles on transforme votre tenue vestimentaire, par exemple, toutes les conditions. C'est intéressant. Voilà. La tenue vestimentaire. Non, alors pour commencer, la toute première nuit, étant descendu du train, on nous l'a fait passer couché par terre dans un grand hall jusqu'au lendemain matin. C'est là seulement que les SS et le personnel est arrivé pour s'occuper de nous. Alors on avait encore nos vêtements civils. Après sont arrivées de très nombreuses jeunes femmes, jeunes filles, donc déportées, en tenue de déportées, proprettes, bonne mine, des petits foulards sur la tête, et d'abord qui nous ont débarrassés de tout ce qu'on pouvait avoir de trop. Par exemple, une bague, une montre, un bijou, n'importe quoi. Elles étaient très persuasives en disant, si tu ne le donnes pas, là, de toute façon, ce sera perdu. Alors donne. Je crois qu'il y a eu quelques-unes des femmes qui ont réussi, pas trop comment, de cacher un petit objet. Je sais pas, moi non. Moi, quand on me donne de donner, je donne. Après, c'était la séance donc de tatouage et d'enregistrement en quelque sorte. Et mon convoi n'a pas été rasé.
C'est ce que Dora justement m'a rappelé. C'était une exception. Pourquoi celui d'avant, celui d'après, on a été rasé? Nous, on nous a coupé les cheveux très courts. Après, c'était une douche. Et après la douche, sur de longues tables étaient empilés des vêtements. Alors, dans ces vêtements, il y avait un grand nombre de caleçons d'hommes. Il y avait n'importe quoi, je dirais. Des chemises d'hommes, des vestes, des trucs un peu militaires quelquefois. Enfin, n'importe quoi du moment qu'on pouvait enfiler ça pour ne pas rester nu. Le gros problème était les chaussures. Parce que toutes les chaussures étaient en vrac, les droites, les gauches, les noires, les roux, tout. Il fallait taper là-dedans et essayer de trouver une taille qui correspondait. Donc au départ, nous avions presque toutes des chaussures dépareillées naturellement, peut-être un pied noir et un peu bien beige ou marron, peu importe. Si c'était ces chaussures, c'est ça qui nous servait pour marcher et pour aller au travail aussi. Peu à peu, et ça le mot organisé, vous avez déjà entendu bien des fois, il y avait des femmes qui étaient douées pour ça et moi pas du tout. Mais celles qui étaient douées arrivaient tout d'un coup avec un autre vêtement Et à tel point qu'un jour, j'ai vu arriver sur quelqu'un un vêtement qui m'avait appartenu, qui était dans mes bagages, que j'aimais beaucoup. C'était un petit gilet tricoté en laine, d'une très belle couleur vert pâle. Ouais, il y avait un déporté qui le portait, pas moi. Bon, c'était difficile surtout. Alors là, on commençait l'été et il faisait parfois très très chaud. Et bien entendu, comme on était toutes totalement décalcifiés, et là on travaillait avec les jambes nues. Il y avait des brûlures, la peau partait. Bon, c'est la seule occasion d'ailleurs où je suis allée un jour au Révire, parce qu'on m'avait mise en garde, surtout, évite d'aller au Révire, tu n'en sortiras plus. Je suis quand même allée pour me faire soigner un peu, on m'a mis une espèce de pommade, quelque chose comme ça, et après on s'habitue, et après ça passe, je sais pas, et après on va au travail. Mais dimanche, on ne travaille pas. Alors, par beau temps, on s'assoit comme ça dans les terrains vides, entre les baraques, par terre. On discute, on parle, on se raconte, je sais pas quoi. C'est la fête. Ça a duré donc pour moi jusqu'à ce jour en été 44, avec la fuite de Mala. Ça, vous connaissez l'histoire? Bien sûr. Alors, avant d'en venir là, j'aimerais qu'on séjourne un peu dans ce système concentrationnaire. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner une idée du rythme de la vie quotidienne, de ces petites choses qui, dans le système concentrationnaire, deviennent des choses énormes, avoir une bonne paire de chaussures, une gamelle, etc. Comment on se débrouille? La journée commence évidemment très tôt, je sais pas, l'heure on ne sait pas, 6 heures du matin peut-être, personne ne sait l'heure. On va à l'appel, par rangée de 5. Et les Allemands passent et nous comptent. Une fois, deux fois, une fois dans ce sens-là, une autre fois dans ce sens-là, ils comptent sans arrêt. Ça dure très longtemps. Il y a quelquefois au dernier rang, parce que par exemple, une femme qui est venue avec sa maman,
Elle cache la maman autant que possible au dernier rang pour lui éviter de rester pendant des heures, peut-être debout, etc. Donc ça dure très longtemps. Une fois l'appel terminé, le commando, notre commando de construction de route, se met en rang de 5. Combien on était, je l'ignore. Encadré par des SS, on va à notre lieu de travail, dans une forêt, par exemple, où on creuse des tranchées. Et les pelles et tout le matériel nous attend sur place. Alors chacune prend ce qu'il faut, et puis on commence à creuser la terre. Et on apprend très très vite de faire semblant de travailler dur. Mais les SS se promènent tout au long, n'est-ce pas, et surveillent, et puis parfois font une réflexion, toi tu travailles pas, enfin bon, il faut y aller. Jusqu'à à peu près midi, à midi, il y a une pause repas, et on amène donc les baquets de soupe. Et on a une petite pause, et après cette pause-là, ça continue. Mais il arrive aussi, par exemple, et là, c'est Anne-Lise avec laquelle, entre-temps, je m'étais beaucoup liée, qui a une meilleure mémoire que moi. Un jour, notre commando est allé travailler dans une forêt. Ce qu'on y faisait, je ne sais plus. Et il y avait une séparation de fils de fer barbelés. Derrière, il y avait des hommes qui travaillaient eux aussi. Et comme il y avait apparemment une espèce de petite pause pour eux aussi, j'ai vu arriver comme ça un homme qui se trouvait en face de moi, et moi ici, entre nous, il y a le barbelé. Il parlait russe. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai compris qu'il parlait russe, et il a compris que moi je parlais russe. Alors il me posait quelques questions, puis il a regardé mes pieds, et puis il me dit « Attends-moi, je reviens ». Il est parti, il est revenu avec une paire de bottillons en cuir. Et il avait bien regardé mes pieds et c'était la bonne taille pour moi. Il a réussi à me les jeter par-dessus les barbelés et à partir de ce jour-là, j'étais bien chaussée, ce qui était absolument énorme. Et des rencontres de ce genre, oui, pouvaient se faire, parce qu'après tout, même à travers des barbelés, on peut se parler. Donc je ne suis pas la seule, il y avait d'autres qui jetaient même, je ne sais pas, un bout de pain ou n'importe quoi, parce que nous étions peut-être encore plus misérables que les autres. Donc ça existait. Qu'est-ce qu'il y avait encore, disons, comme... Alors, il y a des moments de sororité, on dit ça, hein, en fait, de solidarité entre les femmes. Oui. Mais est-ce qu'il y a aussi des concurrences? Est-ce qu'il y a aussi un peu une lutte pour la vie? Jalousie. Personnellement, je n'en ai pas fait l'expérience, mais il y en avait très très certainement. Et si je essaie de me rappeler maintenant si parmi toutes ces anonymes, et vous savez le système, on est 5 sur un bas-flanc et quand on veut se retourner, toutes les 5 doivent se retourner. Puis on est éternellement en panique de se faire voler ce que l'on possède déjà, très peu de choses. Est-ce qu'à ce moment-là, j'étais particulièrement lié avec quelqu'un? Je ne crois pas. Ceux qui étaient dans mon groupe, mais enfin, je ne me souviens, j'ignorais déjà à ce moment-là qu'à l'autre bout de la baraque, il y avait quelqu'un qui allait s'appeler Simone Veil.
Et comme Dora vient de le raconter, elle formait rapidement un petit cercle. Ce qu'on a fini, moi j'ai fini en tout cas par comprendre. Vous savez qu'en allemand, quand les réfugiés de l'Est, les Juifs, sont arrivés, les Allemands disaient « die Ostjuden », ceux venus de l'Est. Moi j'étais une Ostjude. Les autres étaient des Français. Et c'était notre faute si eux ont été arrêtés. Parce qu'ils n'y sont pour rien. Mais les Ostjuden ont apporté le malheur avec eux. Si vous voulez, en termes simples, c'était un peu ça. Donc, solidarité, oui, entre peut-être des femmes qui étaient venues de la même ville ou de la... mais beaucoup moins entre les nationalités. Ensuite, il y avait donc un autre phénomène, c'était que souvent, les femmes très jeunes succombaient plus rapidement que celles qui avaient déjà un certain âge. Celles qui avaient déjà une certaine expérience de la vie, peut-être. Alors que les filles de 16 ans, 17 ans succombaient. Se faisaient mourir ou alors étaient sélectionnées parce qu'elles étaient en très mauvais état. Maintenant, sélection. Là, j'étais déjà devenue interprète. Et je suis dans le camp, un jour témoin, parce que j'avais le droit de me déplacer dans le camp, témoin de la visite dans une baraque qui servait de, comment dirais-je, avant l'entrée dans les camions pour le départ. Les présélectionnés étaient déjà tous concentrés dans un bloc. Et moi, je suis dehors, donc, et je vois les médecins allemands entrer dans ce bloc et une femme médecin slovaque qui travaillait dans le Revir et avec lequel j'avais eu l'occasion quand même de parler un peu. Tout ce monde entre et sort ensuite, chacun avec une sorte de bout de papier, avec des numéros là-dessus. Alors, j'aborde la médecin slovaque. Et est-ce que tu as sur ta liste un numéro un tel? Ça, c'était une amie très chère, très proche, d'origine un peu comme moi, une chose, mais qui physiquement était dans un très très mauvais état. Est-ce que tu as ce numéro sur ta liste? Elle dit oui. Est-ce que tu peux le barrer? Barrer. En voilà une qui a encore survécu un peu plus longtemps, jusqu'au jour de l'évacuation. Alors, on va essayer encore d'essayer de décrire un peu le système, quelques aspects en tout cas du système. Vous avez mentionné les hiérarchies ou les distinctions qui pouvaient exister entre des nationalités. Est-ce qu'il y a d'autres types de distinctions, de rapports de pouvoir? Les petites chanceuses, en général nettement plus jeunes, qu'on faisait travailler in der Schreibstube, dans le bureau. Alors celle-là était vraiment en dehors des sélections, etc. D'autres jeunes, parfois, étaient sous la protection d'une blokova slovaque. Et on les appelait ein people. Pas ce qu'on dit ou qu'on annonce, appelle aujourd'hui people dans les journaux. C'était une fille ou un jeune garçon qui servait à la blokova ou à un capo, par exemple,
disons, petits servantes, serveurs, qui pouvaient cirer les bottes, qui veillaient un peu à la propreté de la petite chambre de la Blokova ou du capot, qui étaient donc d'une certaine façon protégés. Ça, c'était les très jeunes. Mais je vais vous dire un autre. Vous m'arrêtez quand vous en avez assez. Un autre exemple, au tout début, alors le premier jour après l'arrivée, et nous toutes déjà habillées à la dernière mode, à attendre la venue de Fräulein Drechsel, la chef SS donc du camp des femmes, ou du moins de cette partie du camp des femmes, qui arrive et nous sommes toutes debout là, à attendre ce qui va nous arriver. Et elle pose des questions. Et elle dit d'abord, lesquels entre vous savent faire du travail de bureau? Tout le monde lève les deux bras. Qui ne saurait pas travailler dans un bureau? Ça l'intéresse déjà un peu moins. Après, elle pose d'autres questions pour d'autres spécialités, peut-être. Et après, elle dit, qui d'entre vous sait danser? Alors, une jeune fille parisienne, qui s'appelait Laurette, je crois, lève le bras. Elle l'a fait venir et Laurette lui dit qu'elle est élève dans une école de danse, de ballet. Fräulein Drechsel fait venir de l'orchestre qui est tout près de là, une grosse bonne Slovaque avec un accordéon. Et la Slovaque joue une valse quelconque sur son accordéon et Laurette esquisse quelques mouvements de danse. En voilà une que j'ai rencontrée après à Paris quand j'emmenais un de mes fils à la patinoire. Elle était là avec ses enfants. Ça, c'était Fräulein Drechsel. Bien, alors, bien sûr, nous autres, bureau par bureau, ça ne l'intéressait plus. Et là, on a été donc distribués dans les différents commandos pour n'importe quel travail. Mais il y avait des cas comme ça. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler maintenant des cas, s'il y en a, et il y en a eu, de cas de révolte dans le camp dont vous ayez entendu parler, et aussi peut-être, alors, ça sera le moment pour évoquer l'histoire de Mala. Alors, l'histoire de Mala, c'est encore autre chose. Des révoltes, je n'en ai jamais eu connaissance, en tout cas, Birkenau. Mais d'autres camps, des camps d'hommes surtout, ont connu, ça c'est connu dans l'histoire, j'ai oublié maintenant comment ça s'appelait, où il y a eu une véritable bataille avec des armes et quelques morts, et c'est la révolte de camp de, est-ce que c'était Sobibor, je crois. Non, mais histoire de Mala, elle, c'était une Polonaise, mais qui vivait en Belgique, et qui a été arrêtée en Belgique. Et moi, je ne savais, j'étais une nouvelle venue. Mais j'entendais d'autres parler, Mala a fait ci, Mala a fait ça. Enfin, Mala était une sainte par ses bonnes œuvres. Et puis, un jour, là, donc, c'était l'appel du soir. Et l'appel du soir se prolongeait, se prolongeait, se prolongeait. On avait le sentiment que quelque chose a dû arriver. Et puis tout d'un coup, il y a eu ce bruit qui se répandait, geflitzt, ça veut dire évadé. Et on a appris peu à peu, ça s'est raconté comme ça dans les rangs, que Mala s'était évadée, que naturellement, comme toujours, 3, 4 jours, 5 jours après, elle a été rattrapée. Elle s'était évadée avec l'aide et avec un garçon polonais du camp des hommes. Et les deux
ont été rattrapés. C'était rarissime que quelqu'un réussisse une évasion. Alors donc, un autre soir d'appel général, on était tous là et on a amené Mala monter sur, je sais pas quoi, comment dire, pas une scène, mais enfin monter quelques marches pour qu'on puisse la voir de partout, à côté d'un truc avec de quoi la pendre. Et le SS s'est donc approché d'elle, histoire de la manipuler, déjà lui mettre la tête dans les trucs. Et alors après, il y a différentes versions. Les uns disent qu'elle aurait craché à la figure de SS. D'autres disent qu'elle lui a proféré comme ça de quelques mots en le souhaitant le pire. Enfin, elle a dit quelque chose ou elle a fait quelque chose avant d'être pendue. Et son ami polonais a été fusillé. Alors Mala était vraiment très très connue par tous ceux qui étaient dans le camp déjà depuis quelque temps. Elle-même y avait été depuis 2 ans déjà. Donc elle avait déjà ce rôle reconnu de quelqu'un qui peut faire ci, qui peut aider, qui peut apporter à manger, Mala était sainte, Mala. Et voilà qu'il n'y a plus de Mala. Et c'est là que, je crois que je vous ai déjà dit, Ma Blokova m'a conseillé d'aller me présenter au chef de travaux pour me faire candidate pour remplacer Mala. Entre-temps, il y avait tout un groupe de jeunes filles qu'on appelait les Läuferinnen, qui étaient des garçons de course en quelque sorte. Et toutes les Läuferinnen, d'une certaine manière, étaient privilégiées aussi. Alors elles ont toutes été envoyées en camp disciplinaire. Il n'y avait plus de Läuferinnen, il n'y avait plus de Mala. Et il fallait remplacer plus ou moins ces gens-là. Alors je me suis retrouvée avec ces prérogatives d'une Mala, mais dont j'ignorais tout. La première chose, le lendemain matin, on m'a dit d'aller dans tel bloc, c'est le bloc de vêtements, et on m'a donné une robe bleu marine à petits pois blancs et avec un petit col blanc, c'était l'été, d'autres chaussures. Je suis devenue quelqu'un de correctement habillé. Il a fallu remplacer mon badge avec le numéro sur ce nouveau vêtement, parce que ça c'était toujours cousu sur. Et on me donne un porte-document en cuir pour mettre dedans les documents que j'allais donc moi porter d'un bloc à un autre, enfin bon. Quels documents? Une liste de numéros et de noms de déportés, mais pas seulement des Juifs. Il y avait pas mal d'Allemands, voleurs, voleuses, prostituées, toutes sortes de délits civils, pas juifs. Elles recevaient des courriers d'Allemagne quelquefois, ou de leur famille, ou des gens qui les connaissaient. Et la police chez Abteilung, vous savez ce que c'est, la Gestapo du camp, les convoquait pour telle ou telle raison. Pour l'une, c'est que leur maison a été bombardée et qu'elle n'avait plus de maison en Allemagne. Ça, c'était les civils. Les Juifs étaient convoqués
accusés de sabotage dans leur travail, par exemple, ou accusés d'avoir volé quelque chose, c'était infiniment plus grave, bien sûr. Et mon rôle était d'aller les chercher dans leur bloc, et après, en compagnie d'un SS avec son chien, sortir du camp et aller jusqu'à la politische Abteilung la plus proche, qui était une promenade sur une chaussée, peut-être de 300 mètres, je ne sais pas. Alors il est arrivé la chose suivante. Pendant que moi je marchais avec, je ne sais pas, 5, 6 femmes et le SS, en face venait un commando d'hommes. Et parmi ces hommes, il y avait mon mari, que j'ai vu. Il faisait partie à ce moment-là de ce qu'on appelait le commando Canada. Vous savez ce que c'était le Canada. Donc c'était relativement une bonne place parce que c'était des vêtements, des chaussures, des trucs à trier, enfin c'était pas dangereux. Alors le Canada, il faut dire ce que c'est l'endroit où sont stockés les effets personnels. On disait pourquoi ça s'appelle Canada? Parce qu'on y trouve des vêtements, de la nourriture, de la vodka, enfin, tout. Et bien entendu, à la sortie du camp, tout le monde est fouillé et on ne peut rien. Mais alors, avec mon mari, bien, je sais pas, on a fait un signe quelconque, simplement. Le capot de mon mari s'est aperçu que lui a envoyé un signe quelconque sur une femme chez les femmes. Et du coup, il a cessé de battre et de maltraiter Alexandre Persis. Pourquoi? Parce que celle-là, elle allait à la politische Abteilung. Ça veut dire que le capot est en danger, je peux le dénoncer, moi. Il a changé d'attitude, tout simplement, vis-à-vis de ce type. Bon. Après, mon mari a été envoyé dans d'autres camps et je ne l'ai plus retrouvé. Bien, alors, on amène une jeune fille juive qui travaillait à une usine d'armement, là, dans les environs, et elle est accusée d'avoir saboté quelque chose. Moi, je dois rester dans le petit couloir, assise sur un banc, en attendant que toutes ces affaires soient réglées. Elle entre, ils étaient deux jeunes blonds nazis, chacun dans un bureau. Et j'entends qu'il la bat et qu'elle pleure et qu'elle crie. Et au bout d'un certain nombre de coups qu'elle a reçus, il lui permet de ressortir en pleurant. Et probablement, elle est placée après dans un commando disciplinaire, peut-être. Ça, je n'ai pas à savoir. Mon rôle, c'est de la raccompagner jusque dans le camp. Je n'ai jamais besoin de traduire quoi que ce soit. Mais un jour, un paysan russe qui a essayé de s'évader est repris et on l'amène dans cette politische Abteilung. Là, ils ont besoin de traductrices. Je lui ai dit, demandez-lui pourquoi il s'est évadé. А почему ты убежал? Je voulais retrouver ma famille. Il n'y a pas plus naïf. Mais où est ta famille? Je ne sais pas, deux questions, trois questions, je ne sais plus, c'est tout que j'ai eu à traduire. Quelle était sa punition après? Je l'ignore. Pour d'autres cas, je ne sais pas. Pour les filles allemandes, par exemple, une lettre arrive avec des photos de ses enfants. On lui permet de la voir et de la lire et la laisser là. Elle n'a pas le droit de l'emporter.
Ou alors, effectivement, il y a des nouvelles de quelqu'un de la famille, ou des nouvelles comme, voilà, une maison qui a été bombardée. Alors, elles en prennent connaissance, mais on ne leur permet jamais de conserver un papier. Eh bien, je les ramène toutes, les unes après les autres, dans leur demeure. Mais je peux aussi faire autre chose. Je peux aller trouver un chef de travail, par exemple, et demander que telle femme qui travaille en plein air, et là ça commence déjà à être l'automne et l'hiver, de lui donner un travail sous un toit dans un local fermé. Ça, on ne me le refuse pas. On l'a effectivement changé. Ce qu'elle est devenue après, je ne sais plus. Hein. À qui pouvez... Pardon. Oui, aristocrate. Je vais vous parler davantage donc de ma vie d'interprète. Ok. Alors, je voulais vous poser une question à ce sujet. Vous dites que vous pouviez rendre moins pénible la vie de tel ou tel détenu. Oui. Alors, à qui vous adressez-vous pour obtenir cette faveur au sein du camp? Et en fonction de quoi décidez-vous que tel ou tel détenu va être aidé? Ben, aider, je ne peux aider que celle que je connais personnellement, un peu de plus près. En premier lieu, par exemple, cette femme berlinoise qui avait ce qu'on appelle vraiment une tête de claque et qui, au travail ou n'importe où, recevait vraiment, était battue, avait des gifles, était mal... Elle était berlinerin, elle n'arrivait pas à ne pas répondre, à se taire. Alors elle était régulièrement ou bien mise à la porte d'un commando qui était encore un peu plus léger ou plus facile, à moi d'aller trouver les responsables du commando ou celui qui était... Donc, Arbeitsführer ou Führerin, si c'était une femme, et demander une décision de faveur pour celle-là. Un autre cas était, alors vraiment une proche amie à moi, une femme russe venue de Paris également, qui était fragile de santé, mais qui, croyait-on, était privilégiée parce qu'il y avait un commando de recherche de plantes qui s'appelait Resco. À Resco, on travaillait en plein air, d'accord, mais enfin, ce n'était pas quelque chose de très dur. Et elle avait eu cette chance de travailler à Rasco, et parce que c'était une femme tout à fait intellectuelle, on a dû penser que c'était vraiment une chance pour elle. Mais un jour, elle a tellement souffert de ses pieds, ou elle avait les pieds gelés, je ne sais pas quoi, que j'étais obligée, pour lui rendre service, de la faire changer de travail. Et à ce moment-là, on l'a attachée dans un bâtiment, on tissait quelque chose de tissu, Weberei. Et elle a travaillé à la Weberei. Le jour de l'évacuation, un certain nombre d'hommes et de femmes sont restés dans le camp, ne pouvant pas marcher. Les uns, chez les femmes surtout d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient au pied que des sabots de bois. Or, on était au mois de janvier. Et d'autres, comme cet ami à moi, avaient trop d'engelures aux pieds, ils n'étaient plus capables de marcher. Et pour elle, c'était la fin, là. Nous sommes partis, elle est restée.
Là, je ne pouvais rien, mais dans d'autres cas, je pouvais effectivement changer un peu quelque chose pour alléger ou pour essayer de changer d'une baraque où on était mal dans une autre. En ce qui concerne Annelise, le jour où je suis devenue interprète, j'ai changé d'appartement. Et dans l'autre baraque, chacune avait son lit. Il y avait des lits comme dans le wagon-lit, vous savez, à 2 étages, mais des lits. Et chacune avait même une espèce de tout petit placard à côté, enfin, un luxe fabuleux. Et il y avait toujours des lits inoccupés. Alors, je pouvais aller faire signe à Anne-Lise dans la baraque. Elle venait, elle passait la nuit chez nous, dans un vrai lit. Et très tôt le matin, elle repartait là. Ça, on pouvait le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait? Peut-être maintenant, j'aimerais que vous me disiez l'autre partie de cette activité, c'était vos relations avec la bureaucratie du camp, avec les responsables allemands du camp, allemands ou pas forcément d'ailleurs tous allemands. Quel type d'échange il y avait entre vous? Est-ce qu'il vous est arrivé de parler avec eux, d'avoir des discussions avec eux? Parler, on s'y s'appelle parler, jamais. Mais à partir du moment où j'étais donc interprète, il m'a semblé que ces Allemands me respectaient, entre guillemets, et que le fait que je parle allemand, et n'oubliez pas que j'ai grandi en Allemagne, de l'âge de 5 ans jusqu'à 21 ans, je parlais allemagne. It made a difference. Enfin, j'étais quelqu'un d'autre, même si j'étais moi un peu plus âgée que la majorité des autres femmes. Je parlais allemand. Je n'ai jamais été battue. Et le pire que je peux me rappeler, c'était peut-être une gifle. Mais jamais rien d'autre, ce qui me donnait cette illusion qu'on me respecte. Pourquoi? Je ne sais pas. Parler avec un Allemand, jamais. Et donc, sur aucun thème imaginable, absolument jamais. Maintenant, il arrive la chose suivante. Avant que le camp soit... Est-ce que c'était avant? Oui, c'était avant. Le camp est évacué. Oui, ça se passe déjà en janvier 1945. C'est vrai, j'allais me tromper un peu de date. Donc j'étais déjà pas n'importe qui, j'étais interprète. Alors déjà, moi-même et mon amie la plus proche, nous sommes mieux habillés, mieux équipés pour cette marche dans la neige. On est mieux chaussés, parce qu'on avait le droit d'aller dans le bâtiment où il y avait des tonnes de chaussures. Et mon amie hongroise Mansi a trouvé une paire de bottes qui lui allait très bien. Moi qui ai un pied plutôt grand, j'ai choisi des bottes de motocycliste d'hommes, un peu grands, mais une bonne protection contre le froid. Ça nous a déjà permis quand même de supporter ce froid. Et nous vivions dans des conditions beaucoup moins dures, bien sûr. Alors. Et pendant cet hiver, voilà, c'est ça que j'essayais de me rappeler, pendant cet hiver, et c'était Noël, et les Allemands avaient eu envie de fêter Noël. Alors il y avait peut-être un peu mieux à manger ce jour-là, autant que je me rappelle, mais là maintenant, une petite scène me revient.
Je suis donc quand même bien protégée contre le froid, j'ai des bottes, enfin, j'ai pas froid. Et je suis dehors, et 2 ou 3 SS sortent et ils ont un appareil photo. Et ils me demandent de les photographier. Ce que je fais, naturellement. Mais j'étais quand même pas quelqu'un sur lequel on marche, mais quelqu'un à qui on demande assez poliment de les prendre en photo. Bon, après cette marche, tout a changé, et alors, même avant cette marche, parce que depuis novembre... S'il vous plaît, je voudrais, en fait, avant d'en venir à la période de la marche, encore peut-être une dernière question sur le camp lui-même, et plus précisément sur son fonctionnement. Quelle connaissance avez-vous du fonctionnement du camp, et peut-être plus particulièrement, êtes-vous en contact visuel avec la machine d'extermination du camp? Oui, alors, pas vraiment en contact visuel, mais très clairement un pré-contact. C'est-à-dire que pendant que je menais ma petite troupe à la politische Abteilung, un train pouvait être arrivé. Et tous ceux qui étaient descendus sur ce train prenaient un chemin, et ça nous obligeait, nous, de nous arrêter pour les laisser tous passer. Et c'était, si je peux vous dire, à l'état naturel, les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux qui venaient de descendre du train et qu'on conduisait vers le crématoire, enfin, vers les chambres à gaz. Et quand ils étaient passés sur cette route, les uns avaient jeté leur papier personnel, d'autres avaient laissé, je ne sais pas, jeté des objets. Donc ils comprenaient qu'ils n'en auraient plus besoin. Je ne sais pas ce qu'ils comprenaient. La chaussée était jonchée de petites choses abandonnées. Et nous savions, ou croyions savoir, que ces gens-là seront exterminés très rapidement, et qu'après, nous, on ne savait rien, parce que le Sonderkommando, c'était ceux qui s'occupaient après de les faire brûler, etc. Ça, on ne le savait pas du tout. Mais après, on a su qu'à partir de novembre 1944, les chambres à gaz se sont arrêtées. Et Wellers, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non. Monsieur Wellers, d'origine lettonne d'ailleurs, un peu comme moi, mais quand il a été arrêté, il avait été médecin à Paris, ou plutôt médecin-chercheur à Paris. Bon, alors dans le camp, après, pas à Birkenau, dans un autre camp satellite, on le faisait travailler comme médecin, mais comme il était resté longtemps, il a vu, su, compris beaucoup de choses. Il a publié un livre qui s'appelle tout bêtement « Les chambres à gaz ont existé ». Et c'était la réplique à Forisson. Tout ça, ça se passe donc après. Et j'ai souvent travaillé pour M. Wellers pour lui traduire de tout, mais ça c'était après le camp. On savait qu'à partir de novembre, ça ne fonctionnait plus. On savait aussi, un peu plus tard aussi, les tractations de faire des échanges entre les Juifs survivants et des camions avec des Hongrois. Vous êtes au courant de tout cela. On parlait de possibilité d'évacuer tel ou tel groupe de déportés
en échange de faveurs. De quelle faveur? La guerre était perdue pour les Allemands et ils le savaient. Et vous le saviez aussi? Comment vous saviez? À peine. On n'osait pas y croire. On devenait plus confiant dans la mesure où il n'y avait plus de danger immédiat et où il y avait d'abord des meilleures conditions de vie, comme moi-même et mes collègues. Et surtout le fait qu'il n'y avait pas de sélection, qu'il n'y avait plus ce danger permanent. Qu'est-ce qui s'est passé en dehors, on ne savait pas trop. Le débarquement des Alliés, on savait quand même, parce qu'après tout, les Allemands écoutaient la radio, ils avaient des journaux, enfin, toutes ces grandes nouvelles se propageaient quand même dans le camp. Alors, Madame Persis, vous êtes arrivée par ce fameux convoi 71, qui est l'un des plus gros convois au départ de Drancy pour Auschwitz. Il y avait 1 millier de personnes. Enfin, d'après les calculs de M. Klarsfeld, il y aurait eu environ 1500 personnes dans ce convoi. Oui, est-ce que vous savez combien ont été sélectionnés à l'arrivée à peu près? Aucune idée. Et une question que je ne vous avais pas posée au sujet du convoi avant qu'on parle des marches, c'était dans votre wagon, est-ce que vous vous souvenez des gens qui ont été malades ou même des gens qui ont succombé au voyage? Il y a eu des gens qui ont succombé. Je ne peux plus vous dire maintenant si c'était une femme, un homme. Ça m'a toujours étonné que nous ayons survécu. Non, il y a eu de tout. Il y en a qui sont devenus fous et qu'il a fallu quand même évacuer, mettre ailleurs dans un autre wagon, je ne sais pas. Alors parlons de la marche maintenant. La marche d'évacuation. Ça ressemblait déjà plus à une promenade hivernale dans un beau paysage de neige, si je peux me permettre. Et là encore, je vous parle de privilégiés comme moi-même et donc depuis devenu mon amie très très proche, Mansi, la hongroise, qui elle aussi était interprète. Donc, par haut-parleur, on nous dit de se préparer pour un exode, donc de s'habiller, d'être là à telle heure, attendre, et puis on a attendu des heures et des heures quelque part sur une place avant de nous faire partir. Et entre-temps, comme je vous disais, Mansi et moi, non seulement on a des bottes, on a des vestes assez chaudes, on ne craint pas tellement le froid. On se met en marche et là, ce sont des documents qui ont déjà été exposés au mémorial que j'avais déjà prêté. Et je vous disais, je possédais de petits bouts de papier et un bout de crayon. Et pendant cette marche, j'ai noté chaque jour ce qui se passait ou ce qui plutôt ne se passait pas, parce qu'un jour on avait du pain, un jour on n'avait rien. On a finalement donc été à Ravensbrück, qui ne nous attendait pas, et pour nous on avait construit une espèce d'énorme tente pour nous faire dormir au moins sous un toit. Et nous avons toutes mangé de la neige à ce moment-là parce qu'on n'avait rien à boire. Et de la neige, il y avait partout. Et combien y avait-il de personnes, enfin une évaluation bien sûr, du nombre de personnes au départ de la marche et à l'arrivée? Plus tard, j'ai entendu le chiffre de 50 000 à la marche. Je ne sais pas si c'est exact. En route, comme c'était et les femmes et les hommes qui partaient aussi, je sais pas ensemble, mais les uns après les autres. Pendant notre marche encadrée qu'on était par des SS, à droite et à gauche de la route, il y avait des morts
parce que ceux qui n'arrivaient pas à suivre étaient fusillés sur place. On ne voulait pas s'encombrer de gens qui n'arrivaient pas à marcher. Donc vous vous trouvez à Ravensbrück. On se trouve à Ravensbrück où donc on nous fait coucher d'abord, mais tout ça c'est dans mes papiers. Les dates, au bout de quelques jours de marche, on nous met sur un train à ciel ouvert en janvier et qui contourne Berlin et qui est le seul moment où nous avons un peu de plaisir parce qu'on voit toutes les démolitions de Berlin de notre train, puisqu'il n'y a pas de toit. Et on nous amène quelque part qui est provisoirement un camp. Mais finalement, on fait comprendre que nous ne pouvons pas rester là parce qu'il n'y a pas de place. Et parce qu'en même temps, des camps des hommes, tout ce qui se trouve pas très loin du front déjà, sont ouverts et bon. Alors, on quitte Ravensbrück et on nous amène à Malchow, dans le Mecklembourg, enfin un peu dans le nord de Berlin. Et Malchow, je crois, était une usine désaffectée. Parce qu'à Malchow, il y a un énorme hangar qui nous sert de demeure après, et dans lequel, pour nous caser toutes, parce que combien nous sommes, je ne peux pas vous dire, les Allemands mettent donc dans ce hangar de grandes tables, comme des tables de bistrot, enfin de longues tables, les unes après les autres, et les gens couchent dessus dans leurs sacs de paille. Et comme il n'y a pas assez de place, d'autres couchent sous les tables, par terre. Et moi, j'ai ce très bon souvenir, en fait, de coucher sous une table avec à ma droite Mansi et à ma gauche Lola Kagan, que je connaissais depuis Paris, depuis toujours, et qui par hasard s'est retrouvée là et elle était à gauche de moi. Donc, on était trois copines. Que peut-on espérer de mieux? Et de temps en temps, on nous donnait à manger. Et il n'y avait pas de danger. Et comme ce truc-là n'avait jamais été prévu, organisé pour être un camp, les Allemands ont par exemple choisi Mansi pour la faire chef des jardins, parce que ce bâtiment était entouré il y avait des arbres, et il y avait des plantations, et Mansi est devenu Hofkommando, commando de la cour. Est-ce que d'autres allaient travailler quelque part? Je ne me souviens plus. Mais on y était, donc, mettons, arrivé vers le mois de février déjà, ou peut-être début mars, et on commençait à sentir que la guerre allait quand même se terminer, à différents petits signes. Par exemple, qu'un jour dans la cour, on voit arriver de petites camionnettes blanches, avec des croix rouges dessus, et qui apportent des paquets alimentaires. Un paquet pour 5. Je crois que tout le monde n'en a pas eu, mais enfin, il y a eu quand même ça. Puis un jour, il y avait eu tout d'un coup, pour tout le monde, une très bonne soupe. Et puis, un jour, on a dit toutes les femmes de nationalité non pas suédoise, polonaise et lituanienne, pas lettonne. Parmi ces lettonnes, il y avait aussi nos camarades venus de France. Enfin, elles avaient le passeport letton. Ceux-là ont été embarqués sur un bateau à Lübeck
est transporté à Stockholm et hospitalisé à Stockholm. C'était quelques centaines, probablement. En voilà un exemple. D'autres n'ont pas eu ce privilège-là, mais d'une manière générale, les conditions de vie changeaient. Ils devenaient plus humaines, peut-être, en tout cas moins dures. Jusqu'au 1er mai, où on annonce évacuation de Malraux. Il faisait très beau ce jour-là. Des camions le petit camion blanc était arrivé. Nous avons pour une rangée de 5 un colis alimentaire. C'est déjà beaucoup. Et le tout prenait l'allure d'une excursion estivale par beau temps à travers une forêt. Voilà. Avec encadrement, quand même. Et on a marché un bon bout de temps après, parce que j'ai retrouvé dans un livre de quelqu'un que j'ai chez moi, des souvenirs de cette même marche. On arrive tous au bord d'un cours d'eau. Et le cours d'eau n'a pas de pont. Un petit cours d'eau. Les Allemands se débrouillent, construisent un pont. C'est-à-dire qu'ils passent des câbles d'une rive sur l'autre. Ils prennent toujours ces mêmes tables j'appelle pas les tables de bistrot, mais c'est des tables qui ont près de 2 mètres de long chacune. Il enfile ces tables sur ces câbles-là, ce qui rend possible de marcher dessus. Et on peut bien sûr facilement tomber à l'eau. Et une fois que cette rangée de câbles traverse ce petit cours d'eau, nous sommes censés passer là, et comme on tremble tout et qu'on a peur de tomber, les SS tiennent par le bras et nous aident à traverser. C'est comique, non? Et cette promenade se poursuit, et puis, comme on l'a déjà un peu à manger et on est toujours vivant, dans un village où il y a une petite colline avec de la verdure et tout, on fait une halte. On commence à déballer nos provisions. Et tout d'un coup, il n'y a plus un seul SS. Plus personne. Nous sommes là, probablement quelques centaines à ce moment-là. Je n'ai jamais compté. Et il n'y a plus personne. Mais comme on surmonte un peu la rue principale du village, on va arriver de petits tanks. Et les petits tanks portent toutes 5 étoiles, pas 6. Et c'était les Russes qui arrivent. Et les Russes qui passent par là, qui vont plus loin, les SS ont disparu, et on entend parler français. Et on découvre que des prisonniers français sont là, vivent avec les femmes allemandes, probablement parce que les maris sont dans l'armée, et travaillent là et sont comme chez eux. De toute façon, ils reçoivent des colis de France. Alors, ils prennent soin de nous. Et à partir de là, je n'ai plus vraiment que les souvenirs de moi-même, Mansi et encore une jeune femme. Les autres, je ne sais pas. En tout cas, ces Français nous font d'abord descendre de cette colline et nous cachent dans une grange. Nous font monter sur la paille, qui les Allemands peuvent revenir. Après, ils reviennent tous avec des vêtements civils, nous font ôter nos vestes qui portent toutes des grands traits rouges dans le dos et nous font endosser ce qu'ils trouvent dans la maison de la famille. D'autres vêtements pour qu'on ne voit pas tout de suite qui nous sommes.
Ensuite, ils nous apportent un peu à manger, mais tout de suite en nous mettant en garde de ne pas se jeter sur la nourriture. Parce qu'après ça, les cas de mort par dysenterie étaient très, très, très fréquents. Alors, à partir de là, nous sommes quoi? Peut-être entre 10 et 15, des hommes et des femmes. Je ne sais pas ce que sont devenus les autres. Moi, il y a toujours Mansi à côté de moi. Et on se met en marche, et puis on passe un village, et les hommes vont chercher dans le village. Les Allemands sont presque tous partis. Ils reviennent d'abord avec un cheval qui tire une carriole. Et ils empilent sur cette carriole ce qu'ils trouvent, des jambons entiers, des sacs de pommes de terre, n'importe quoi. Ils empilent tout. Et les plus faibles, les plus malades dans notre groupe, à tour de rôle, peuvent s'asseoir et continuer le chemin, donc à cheval ou en voiture. Et cette histoire dure quelques jours. Alors, les nuits, on les passe effectivement quand on trouve une grange remplie de paille. On s'arrange et on passe la nuit là. Il y a une nuit qui reste dans notre mémoire, c'est qu'alors que nous dormons ou essayons de dormir paisiblement, on entend les portails s'ouvrir et des voix d'hommes, et c'est un groupe de soldats russes complètement ivres qui entrent et qui cherchent où se coucher. On devient absolument sans le moindre bruit, tellement on a peur. Mais il me semble qu'ils ne s'installent pas vraiment là, ils font beaucoup de bruit, bon, et ils repartent. Nous sommes sauvés. Après, on s'arrête quelque part et Mansi, qui adore cuisiner, organise tout. Alors les garçons font un feu au bord de la route. D'autres ont apporté une oie ou une dinde ou des poulets qu'ils ont encore trouvés dans les fermes. Et Mansi nous fait des repas somptueux dans la rue. Ce sont de bons souvenirs. C'est incroyable, ça, ce changement. Mais il y a danger aussi, parce que chez les hommes surtout, beaucoup, voyant de gros jambons et tout ça, se jettent dessus, mangent le gras, mangent et attrapent la dysenterie et finalement on les sème petit à petit sur la route. Ils ne survivent pas à ça. Pas pourquoi les femmes sont peut-être plus raisonnables. Alors, on arrive dans une petite ville allemande qui s'appelle, je crois, Parnim, occupée par l'armée russe. Les Allemands sont presque tous partis. Nous trouvons une gentille petite maison confortable où il n'y a personne. Alors on occupe une dizaine de nous peut-être. Et l'officier russe en charge de cette occupation vient nous trouver. Il se présente, il s'appelle Major Limonov. Et il demande, à tout hasard, est-ce que parmi vous, quelqu'un parle russe? Si je vous ai déjà mentionné plusieurs fois des choses bizarres qui m'arrivent à moi, comment pouvait-il penser que dans cette bande de Français, j'y étais? Ah, il dit, vous pouvez me rendre un grand service, vous allez m'aider à parler là avec le bourgmestre et avec ces Allemands. Et d'abord, il dit, allez dire s'il vous plaît aux gens qui ont mis dans leurs fenêtres, là au rez-de-chaussée, des drapeaux blancs, qu'ils peuvent maintenant retirer ces drapeaux blancs, ils n'ont plus besoin. Mais s'ils ont envie,
ils peuvent mettre des brateaux rouges. Ça, c'est resté vraiment gravé, cette phrase-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Les croix gammées sont cousues sur du tissu rouge. Alors, il suffit de découdre les croix gammées et on a les drapeaux rouges. Alors, nous installons là. De temps en temps, effectivement, ils me demandent de l'accompagner, de traduire quelque chose. Pendant ce temps, Manzi et les autres font, bien sûr, cherchent dans cette maison où il reste encore des choses mangeables. Et de toute façon, il y a des lits. Il y a de l'eau, on peut se laver. Enfin, c'est fantastique. Mais le temps passe et on voit passer sur la chaussée des camions, des camionnettes de déportés ou de prisonniers donc qui vont vers l'ouest et qu'on va quand même transporter quelque part pour les libérer. Et nos compagnons voient tout ça, et puis un jour, un d'eux vient me trouver, me dit, écoutez, vous avez de bons rapports avec le major Limonov, mais quand est-ce que ce sera notre tour? On ne veut pas rester ici dans ce bled. Je vais trouver le major. Il me dit, je vous donne ma parole d'officier que dans 3 jours, il y aura un camion pour vous. Et moi, j'avais une peur qu'on me rapatrie en Russie. Je voulais aller à Paris. Bien, alors tout le monde était content, et puis arrive un jour effectivement une camionnette. Mais Manzi était occupée à la cuisine. Je vous jure que c'est vrai tout cela. Elle avait trouvé dans le petit placard à la cuisine de ces Allemands des paquets de ce dessert qui s'appelle, je ne sais plus quoi, une espèce de crème alsacienne, bon, et qu'il faut faire cuire et puis après laisser refroidir. Elle venait de préparer, elle a trouvé une grande casserole ronde comme ça, et elle avait fait cuire ça là-dedans, et c'était presque déjà du solide. On va quand même pas laisser ça là. Alors on embarque la crème alsacienne, on prend le plus joli assiette qu'on peut trouver chez les Allemands et des cuillères, et on fait cette balade en camionnette en direction de l'ouest. On bouffe tout ce dessert. Après, on le flanque sur la chaussée derrière nous, les assiettes derrière, les petites cuillères, tout ça sur la route, et on nous amène dans un camp américain. Et ces pauvres Américains n'ont jamais encore vu des gens comme nous. Fatalement, parmi ceux qui sont là, il y a toujours quelques Juifs venus d'Europe, ou leurs grands-parents sont venus d'Europe. Enfin, il y a des gens tout de suite qui, d'une part, ne comprennent pas qui nous sommes et pourquoi on sent comme ça, et qui, en même temps, deviennent extrêmement amicaux, gentils. Mais on ne reste pas longtemps, peut-être une nuit, 2 nuits, après quoi, avec d'autres camions sur un autre camp du même genre, et peut-être encore un 3e, je ne sais plus. Et on finit par arriver dans une gare en Belgique. Quelle ville c'était? Je ne sais plus. On nous débarque dans cette gare, oui, pour le moment il n'y a pas de train, alors on nous fait coucher par terre dans un grand hall de gare. Et le lendemain matin arrivent des petites jeunes filles des scouts, de Croix-Rouge, pleines de bonne volonté, chacune avec quelque chose, des cigarettes, quelques biscuits, quelques sucreries. Une qui se dirige vers moi. Alors, entre-temps, on était au tout début du mois de mai déjà.
se dirige vers moi et elle a quelque chose dans du papier journal qu'elle me donne. Il y a des cerises et des fraises. Des cerises pas mûres du tout, hein, et des fraises, quelques fraises. Pourquoi a-t-elle donné ça à moi? Je vais vous dire pourquoi. Ma copine Mansi était gravement dépressive parce que son mari avait été arrêté comme elle et qu'elle avait déjà le pressentiment qu'elle ne le reverrait plus. En tout cas, elle était vraiment dans la plus profonde déprime. Nous, autour d'elle, savions, parce qu'une d'entre nous avait travaillé au bureau d'état civil, avait vu passer le nom du mari de Mansi dans les zones de commando. Donc on savait toutes qu'elle ne le reverrait pas. Et naturellement, personne ne mentionnait ça. Et moi, pour la remonter un petit peu, je lui disais, mais écoute, on va bientôt rentrer, tu verras, cette année, on mangera encore des cerises et des fraises. Et je vous jure que je n'invente pas ça, que c'est ça que je lui disais. Et elle me dit, oh, tu es complètement folle. Et cette fille m'apporte. Les fruits n'étaient pas mangeables, peut-être, et pas mûrs, mais c'était... Après cela, Mansi et moi, nous sommes séparés. Excusez-moi, il faut qu'on change de cassette. Or, là, du coup, je me sens seule, je ne sais pas où sont les autres. Mais on nous amène devant l'hôtel Lutetia. Il est à peu près minuit. Je descends à la porte, il y a un gars avec un antipuce, disons. Dans le hall de l'hôtel, de grandes tables longues, devant chaque table, une dame bénévole avec un registre de noms. Et je m'avance vers celle que je vois là. Votre nom, Persitz. Persitz. Il me semble que j'ai déjà vu ce nom aujourd'hui. Elle tourne une page, deux pages, et elle dit « Alexandre Persitz, ça vous dit quelque chose ?» Et j'ai dit « Oui. Maintenant, écoutez, vous réagissez normalement, bien sûr. Moi, je ne suis plus qu'une non-person. On me pose une question, je réponds. Et je n'ai rien à faire ou rien dire d'autre. Quand elle me demande, ça vous dit quelque chose, je lui dis très calmement, oui, c'est mon mari. Ah, écoutez, regardez, quel cas extraordinaire, le mari est arrivé il y a quelques heures, et voilà sa femme. Je ne comprends pas encore très bien pourquoi, et j'ai dit, mais où est-il ? Mais comment, ma petite, il est là, dans une chambre, évidemment, on le loge par deux maintenant. J'ai le droit de le voir? Bon, marche triomphale, si vous voulez, j'exagère un petit peu. Bien, on m'amène dans la chambre où il est avec un autre déporté qui est expulsé immédiatement. Et nous passons simplement la nuit à nous raconter mutuellement nos dernières impressions, disons. Lui, dans un train qui devait ramener les déportés à Dachau, et qui était bombardé, pendant une accalmie, a sauté du train avec un camarade. Et dans une forêt, il a trouvé des Américains qui ensuite, sont occupés de lui. Et c'était le 15 mai, ce jour-là, où nous nous sommes retrouvés. Alors après, il était très malade, il a été hospitalisé, on l'a soigné, et tout ça,
C'est la suite, mais c'était un 15 mai et nous nous sommes retrouvés là tous les deux. C'est drôle. Bon. Alors, bon, maintenant, je vais peut-être sur l'après, je vais me limiter à 2 ou 3 questions et on va essayer de faire assez court. Peut-être la première, ça serait de savoir à qui et à partir de quand vous avez commencé à raconter ce qui vous était arrivé. Pendant très longtemps, à personne. Sûrement, bien sûr, après le camp. D'abord, il fallait que mon mari retrouve du travail. Mais là, c'est la même chose que Simone Weil a dit une fois pour toutes. Ça n'intéressait personne parce que c'était trop incroyable, tout simplement. Et on a vite compris qu'il valait mieux se taire. Ce que les Allemands, pendant quelque temps, appelaient la Gräuelpropaganda, la propagande des horreurs. Et on estimait que nous, devenus un peu pas normaux ou quoi, je ne sais pas, nous faisions cette propagande de l'horreur. Donc non, on n'en a pas beaucoup parlé. Après, notre vie est devenue plus normale. Mon mari a trouvé son travail d'architecte. Nous avons fabriqué un enfant et puis après encore un. Moi, j'ai trouvé, je faisais des traductions, je tapais des trucs pour mon mari. Avec une amie, nous nous sommes inscrits à l'INTD, Institut national de techniques de documentation, qui dure 2 ans. Et pourquoi? Il fallait faire quelque chose, puisqu'on était libre. Alors j'ai eu mon diplôme en 1960. Voilà. De documentaliste, c'est ça? Documentaliste. Alors, ce qu'il y avait de plus moderne à cette époque-là, c'était les cartes perforées. Pas question d'ordinateur ou... Alors là-dessus aussi, sur le témoignage, pour rester juste une minute sur cette question, à partir de quand vous avez commencé à témoigner, à parler véritablement de ce qui vous était arrivé et à qui? À qui? Très probablement uniquement ou à des amis très proches. Et écoutez, c'est simple, personne n'avait envie d'entendre. Et la première fois que vraiment j'ai fait mon témoignage, effectivement, c'était Spielberg et l'interview qui date de presque 10 ans maintenant, je crois. Après, si, il y avait des gens qui me posaient des questions. J'ai toujours répondu à des questions. Il y a eu, alors, petit à petit, mes archives personnelles et comme celles de mon mari, parce que maintenant c'est une bonne question que vous posez, notre première réaction au retour, c'était d'écrire, écrire, 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 et chacun séparément. Si vous voulez, mon mari de son côté, moi du mien, j'ai retrouvé une vieille machine à écrire. On en a fait des documents. Et c'est pourquoi, il y a environ 2 ans, donc l'archiviste du mémorial m'a emprunté tous ces petits papiers et tout ce que j'ai après retapé à la machine sur l'évacuation. Alors là, elle les a, elle est venue me voir hier pour voir s'il y a d'autres documents. Cette fois-ci, elle voulait aussi des photos, enfin autre chose. En tout cas, ces archives ont plusieurs documents fournis par moi déjà au tout début. Parce que les gens qui allaient écrire l'histoire de la guerre
venait nous trouver. Comme nous avons été rapatriés à Nice d'abord, parce que les parents de mon mari étaient à Nice. Alors, les gens qui se trouvaient là à Nice venaient nous voir en demandant de faire des témoins, enfin, qui notaient ou que mon mari écrivait ces témoignages. Une question à propos de Nice. Est-ce que vous retrouvez votre père? Oui, mon père était mort entre-temps. Mais mon frère aîné et ma belle-sœur avaient été là et étaient à ses côtés. Parce que Nice a été libérée avant Paris. Alors l'autre question, ce sont vos biens, ce que vous possédiez au moment de la déportation. Qu'est-ce que c'est devenu? D'abord, on ne possédait pas encore grand-chose. Parce que mon mari venait d'être prisonnier de guerre. Avant cela, il y avait peut-être 1 an seulement qu'il était diplômé et qu'il avait commencé à travailler un peu. Et moi, je dépendais entièrement de mon père. Il y avait 3 fois rien. Peu à peu, nous avons quand même été spoliés, bien sûr, et ça a pris pas mal de temps, parce que voilà ce qui comptait. Quelle était, avant la déportation, notre situation socio-économique? Mon mari était déjà donc actif comme architecte, obligé de quitter l'Allemagne, naturellement, donc perdu. Ensuite, je vous ai dit qu'au bout de 2 ans d'études allemandes, il avait été expulsé. Donc, interruption de formation, d'études. Ensuite, la santé. Et nous avons tous les deux fait la ronde de tous les médecins parisiens agréés par les autorités allemandes. Tout. Le cœur, le haut, la tête, les dents, les yeux, enfin, absolument tout. Et à partir de ces documents, plus donc les questions matérielles que j'ai mentionnées, le pourcentage d'invalidité était fixé. Et à partir de là, la pension, la rente, ou appelez ça le Schaden an Gesundheit, c'était bon. Et alors, pour moi, la même chose. Sauf que moi, ma situation socio-économique était moins bonne que celle de mon mari, parce que je ne pouvais réclamer que la perte d'un emploi de secrétaire de direction que j'avais eu à Prague. Mais pour encore un détail, après, quand on a commencé toutes ces démarches, tous les documents pragois, assurance maladie, un peu comme en France, tous les Allemands l'ont retrouvé. Et j'ai eu une liste qui dit « Mademoiselle Westermann a travaillé de telle date à telle date. Elle était en vacances de telle date à telle date. Elle a repris. Et ça, pour 5 ans. » Ce qui était la base pour les Allemands de fixer aussi donc l'indemnité pour moi. Ma santé était meilleure que celle de mon mari. Donc mon pourcentage d'invalidité est plus faible. Mais depuis, ça a mis quand même du temps. Et ça a commencé vers 1960 seulement, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout le premier de mois, ce sont eux qui crachent. Et je n'ai eu droit à rien des autorités françaises parce que en 1936 ou 37, je ne me rappelle plus, je n'étais pas de nationalité française. J'ai été naturalisée par mariage. Donc je n'avais pas droit.
Là aussi, vous parlez de dégradation de votre niveau socio-économique. Votre père, votre famille, avant la guerre, c'est une famille assez aisée, si j'ai bien compris. Et que vous reste-t-il de votre père après la guerre? Que reste-t-il de votre père? Que reste-t-il de mon père? Bah, hélas, il ne reste vraiment pas grand-chose. Parce qu'à force d'émigrer plusieurs fois, et nous étions quand même toujours encore 5 enfants. Non, 4, mais nous ne savions pas encore. Le bilan, après notre retour à Paris, c'était 3 fois 0. Mais mon père avait été propriétaire à Berlin d'un immeuble d'appartements qu'on pouvait donc vendre, et c'était après tout pour nous tous la seule source d'argent. On a confié les démarches. Il faut vous dire que revenus d'où nous étions, on ne savait même pas comment s'y prendre, à qui demander quoi. On a donc confié nos démarches de vente d'immobilier à un juif d'origine, je ne sais pas, lituanienne, lettonne ou polonais, qui nous a grugés complètement. Et ça, nous l'avons compris que beaucoup plus tard. Il avait vendu ce bien en gardant pour lui à peu près la moitié. Enfin, après, pour nous, il ne restait plus que des miettes. Mais après, tout un chacun recommençait à travailler. Alors, une autre question, ça sera l'avant-dernière si vous m'autorisez. Oui, une autre question, c'est ce qui pour vous constitue les grandes dates du débat public sur les grandes dates du débat public sur l'extermination après 1945. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui pour vous constitue les moments où publiquement on a parlé de ce qui vous était arrivé et à quel moment c'est important pour vous? Je ne sais pas. Répétez-moi Alors, encore. je vous dis clairement, en fait, est-ce que ce sont les procès de Nuremberg? Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est le procès Eichmann, par exemple? Est-ce que c'est Shoah de Claude Lanzmann, etc.? Oui, et je peux vous dire un grand oui, parce que à partir de certains moments, j'ai gardé les coupures de journaux. Et j'ai chez moi actuellement, et j'en ai déjà beaucoup jeté bien sûr, j'ai 2 épais dossiers qui s'appellent Presse, et dans lesquels j'ai collectionné. Après, ça m'a semblé superflu parce que je savais qu'au mémorial, ils ont tout ça. Mais sur le coup, non seulement ça me touchait, ça me secouait complètement de ce qu'on disait dans les journaux. Et après, les histoires des Faurisson, bien entendu. À propos, alors là, moi, je vais vous raconter quelque chose. J'ai travaillé donc bénévolement au mémorial. Et de temps en temps, il y avait une assemblée générale de gens qui s'en occupaient. Et un soir où j'étais vers 6h ou 7h, j'étais encore au bureau, Madame Cohen, la directrice, m'a dit, écoutez, puisque vous êtes là, restez, et vous allez écouter ce qui se dit. Alors, ils sont presque, pas tous, mais presque tous morts maintenant. Et il y avait ce monsieur Wellers, justement, dont je vous ai parlé. Il y avait le président, ou je ne sais pas comment il s'appelait, donc, de l'association, qui est mort aussi, qui était d'origine polonaise, qui était un de ces juifs qui voudrait qu'on ne parle pas trop de nous. Surtout quand il y a des controverses déjà à propos et de Faurisson, négationnisme, etc. Il était à la tête de table, il présidait. Un autre monsieur disait aussi, oui, je crois que nous sommes une organisation d'historiens.
On n'a pas à s'occuper comme ça de basse politique. Moins on parle de nous, et mieux cela vaut. Et un troisième a dit, moi j'estime que nous devrions faire un peu plus de publicité pour le mémorial et ce que ça veut dire. Quand moi j'ai entendu le mot publicité, je ne me suis pas tout de suite levée de mon siège, mais dès que je suis rentrée à la maison, j'ai téléphoné à Michel, mon fils, qui était à ce moment-là au début de sa carrière de publicitaire, qui travaillait aujourd'hui, je ne sais plus dans quelle agence, mais il a été un peu partout, chez Publicis et chez d'autres, partout. Et je lui ai dit, écoute Michel, on parle de publicité pour cette organisation et le centre. Ah, il me dit, prends-moi un rendez-vous, je veux aller visiter la maison. Il est venu visiter, il a vu comment ça fonctionnait cas un, cas un. Il a dit, bon, presque toute la publicité parisienne, en tout cas aux françaises, est entre les mains de juifs. Je vais, moi, leur écrire une lettre à tous, la même. Je ne vais pas leur demander de donner de l'argent au mémorial. Je vais leur demander de se mettre au service publicitaire, faire parler du mémorial sans que ça coûte au mémorial qui n'a pas les moyens. Et que l'on commence à parler et à faire des choses pour que cette action soit plus connue. Il a expédié ses lettres et il m'a dit à ce moment-là, je ne t'en parlerai que quand j'aurai au moins une réponse. La réponse est venue de celui qui est aujourd'hui à la tête de Publicis, Lévy, et je me rappelle cette lettre qui lui est liée, mon cher Michel. Je comprends, bien sûr, etc., etc., et tout n'a qu'à nous faire savoir ce que nous pouvons faire pour, et on est avec toi. Cette lettre, dont j'ai encore une copie, s'appelle aujourd'hui la lettre de Michel. Depuis, les choses ont bien sûr changé, mais ça a été un coup d'envoi. Après ça, ils ont commencé à faire des réunions de gens. Et Michel est arrivé une fois, deux fois. Après, il m'a dit, maman, je ne suis pas un homme de réunion. Je leur ai dit ce qu'il faut faire et maintenant, c'est à eux. Et depuis, effectivement, on a commencé à publier des choses. On a publié des livres. On a. Le nom du mémorial existe dans tous les guides de Paris, entre autres. Maintenant, on parle et on utilise la publicité et on n'a plus peur. Et je me demande s'il ne faut pas recommencer d'avoir peur. Pourquoi? Bon, parce qu'avec tous ces incidents